Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau Culture Bulle. On est lundi et c'est déjà mon jour préféré de la semaine parce que lundi égale Culture Bulle. Culture Bulle, c'est quoi donc? C'est une émission qui parle de manga, de webtoon et de bande dessinée. Pour être transparent avec vous, au tout départ, j'étais pas très fort, enfin très renseigné sur la bande dessinée et je me suis dit que c'était un challenge à relever pour moi en toute transparence et que j'allais en apprendre beaucoup. Ça va être le cas ce soir car on va étudier, c'est un grand terme, on va découvrir ensemble une bande dessinée que j'ai eu l'honneur de lire qui s'appelle Le Roi Louve. On va en même temps faire un petit focus sur l'heroic fantasy, notamment avec des œuvres comme Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones. On n'a pas de problème technique comme la semaine dernière, ce qui va me permettre d'accueillir nos invités et notre hôte de la soirée. On peut y aller, s'il te plaît. Salut tout le monde. Salut. Bonjour. Comment tu vas? Alors, je vais vous présenter rapidement, mais après je vais vous laisser vous introduire seul. On a Alix qui est avec nous, on a Émilie Alibert, donc qui est une autrice du Roi Louve, et on a Denis Lapierre qui est là aussi. Salut à tous. Alix, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement? Oui, en 2 mots, moi je suis côté éditeur, je travaille au marketing et au digital aussi. C'est pour ça que je suis là sur Twitch, c'est mon premier live Twitch, donc je suis super contente. Ouais. On est content de t'avoir ici aussi. Moi, je sais que tu as fourni, je vais le souligner tout de suite, je vais le préciser, tu as fourni un travail monstre dans la préparation de l'émission. Ça, je tenais à le souligner aujourd'hui. Bravo à toi et relaxe-toi, tout va bien se passer, c'est assez chill ici. Émilie, bonsoir. Oui, bonsoir. Émilie Alibert, je coécris avec Denis Lapierre, c'est mon premier live Twitch aussi. D'accord. Bienvenue, tu vas voir, c'est même consigne que pour Alix, ça y est. Faites comme chez vous, sauf n'oubliez pas que vous êtes chez moi, comme on dirait en Normandie, et profitez au maximum du voyage. Denis, bonsoir. Bonsoir Thierry. Ouais, écoute, Denis moi aussi, Lapierre, c'est donc. ma première, donc. D'accord. Moi aussi, c'est ma première sur Twitch et vas-y, continue. Fais ton émission. Alors on est tous dans des endroits un peu différents, mais on va essayer au moins de se situer géographiquement. Moi, pour ma part, je suis au Havre. Alix, pour le coup, est à Paris. Émilie, tu me l'as dit, mais je m'en souviens plus. Et Denis, tu me l'as dit aussi, mais je m'en souviens plus. À Biarritz. Moi, je suis à Biarritz. Ok. Le meilleur coin de Et France. Denis, Voilà. pour le coup? Et moi, je suis à Liège, en Belgique. D'accord. Ouais. Donc on C'est bien aussi. on est très bien répartis, je pense. Je pense qu'on va avoir un peu d'audience d'un peu partout et ça va être super cool. Alors l'émission, ça va être simple, elle va se dérouler de manière simple. Je vais commencer par vous lancer le sommaire. Excusez-moi. Je perds mes mots ce soir. Ça doit être le thé devait avoir quelque chose de bizarre dedans, ça le fait pas trop. Mais bon, on va se ressaisir. On va attaquer par le sommaire. Donc je vous dis à quelle sauce vous allez être mangé. On va commencer par les news. Comme d'habitude, on va présenter un peu ce qui s'est passé cette semaine et ce qu'on attend pour cette année pour être un peu transparent. Ensuite, on va attaquer sur un focus sur le Roi Louve, donc cette magnifique bande dessinée avec de magnifiques auteurs. Ouais. Ensuite, justement, on va faire une interview de vous. On va apprendre à un peu plus vous connaître, Émilie et Denis. Ouais. Puis on va accueillir Adrian, qui est le dessinateur, l'illustrateur. On dit illustrateur ou dessinateur pour le coup? Dessinateur. Dessinateur. Et Voilà. illustrateur. D'accord. Dessinateur, on va dire ça comme ça. Donc le dessinateur du Roi Louve. Ensuite, on va faire un gros focus sur l'heroic fantasy. On va attaquer des œuvres comme The Witcher, Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, bien sûr Game of Thrones. Et enfin, on vous présentera l'agenda de sortie des œuvres qui vont arriver. Est-ce que ça vous va? Yes. Et c'est parti. On attaque avec les news de la semaine. Ça va être ça va être un peu comme la semaine dernière. On va faire un petit tour de table. On va commencer par Émilie. On va chacun notre tour nous se dire quelles sont les bandes dessinées que nous attendons le plus cette année. Oui. Alors moi, ce que j'attends le plus cette année, c'est ça que Oui. tu veux savoir. C'est bien ça, ouais, Alors c'est ça, moi, oui. j'attends la suite de cette BD là, qui s'appelle Le Printemps suivant. D'accord. De Et ça parle de quoi? Margot Motin, que moi j'ai adoré. Mais en fait, elle met en D'accord. scène c'est une vie de couple quoi, avec des enfants, c'est une famille recomposée et D'accord. c'est le quotidien du couple. Donc c'est très drôle. C'est très juste et c'est très poétique aussi. Moi, j'aime beaucoup l'univers de Margot Motin.
C'est D'accord. très tendre, ça tape toujours super juste, c'est drôle. Enfin, c'est un régal quoi à lire. Donc j'attends la suite parce qu'en plus il y a un cliff à la fin. C'est-à-dire que Un cliff. ça s'est pas très bien passé. Ouais, ça s'est pas très bien passé à la fin de l'album. Bon bah ils se rendent compte que ça matche plus entre eux et Aïe, aïe, qu'est-ce aïe. qui va se passer? Qu'est-ce qui va se Oh là passer? là. Parce qu'en plus, ils viennent Ah, mais je d'emménager. Et en Moi, emménageant, ils se rendent compte que, bah, on n'est pas trop d'accord sur la vaisselle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça va un petit peu D'accord. plus loin. Et donc, du coup, bah, voilà. Donc, j'attends la suite. Est-ce qu'ils vont rester ensemble ou pas, quoi? D'accord. Avant que tu poursuives avec ta deuxième œuvre, j'ai oublié de faire une chose impolie que je suis. J'ai oublié de saluer le chat. Bonsoir à tous. On est déjà à peu près 30, on me dit. Donc c'est déjà pas mal. C'est même très bien. On va dire bonsoir donc à Adi BD, à Mangavor qu'on connaît très bien, à CJ10, à Yum 3L, je sais pas comment on dit ça, Mathieu Dépy et à tous ceux qui nous suivent sur ce chat. Je vous invite à suivre la chaîne Dupuis Direct et on invite maintenant Émilie à poursuivre avec sa deuxième œuvre qu'elle attend le plus en 2022. Oui, alors c'est la suite du show bizarre de Mortel Adèle que alors, pour le D'accord. coup, je pense que je l'ai pas avec moi. Mais D'accord. j'ai adoré j'adore la BD et show bizarre en particulier parce qu'il y a un CD, il y a des chansons et tout est super quoi. C'est bien vu, c'est drôle, tous les personnages sont hyper bien travaillés. Enfin, c'est que du bonheur. Il y a des vrais sujets. Enfin, c'est vraiment un super objet, quoi. Aussi bien dans les propos, les paroles, les chansons, la musique. La musique, elle défonce tout. Et c'est vraiment top, quoi. Enfin, ça paraît très enfantin comme ça, parce que c'est destiné aux enfants. Mais honnêtement, pour les adultes, enfin, je le conseille à tout le monde, quoi. c'est Et vrai. Mortel Moi, je me Adèle qui est régale. Un un enfant, Mortel on n'a pas Adèle besoin d'avoir un enfant chez soi. Ah, pardon. Pas besoin d'avoir un Mortel enfant. Adèle qui a un gros succès bande dessinée de ces dernières années. Moi je me pose la question, est-ce qu'on peut s'attendre à un gros succès comme ça? J'ai l'impression un peu que c'est tombé du jour au lendemain pour les auteurs et pour la maison d'édition et que ça a été un gros carton plébiscité par le public plutôt que mis en avant par de la promo. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoute, ouais, enfin, j'ai pas l'impression que le truc était caché derrière des caisses non plus dans les librairies, tu vois. Donc, Ouais. mais j'ai pas vu une méga promo non plus, mais je pense que le bouche à oreille, il a été super, quoi. Ouais, il a été monstre. Ouais. Moi, Ouais, Qu'est-ce non, que mais t'en penses, après, Alex? bon, voilà. La petite Qu'est-ce que t'en parenthèse penses, Alex? marketing. Je pensais pas parler de marketing, mais finalement, on va en parler. On va en parler de fou. Mortel Adèle, ça a même plus besoin d'avoir un gros soutien sur une nouveauté parce que en fait, Non. c'est devenu un tel incontournable que tous les libraires soutiennent à fond. Tout le monde vient chercher son nouveau Mortel Adèle, qu'on sache ou pas qu'il y en ait un nouveau. Donc maintenant, ils D'accord. peuvent se permettre justement de faire des trucs géniaux comme cela, qui sortent complètement de l'ordinaire et d'arriver à faire acheter un CD aujourd'hui. Moi, je trouve ça incroyable, quoi. Je trouve ça génial aussi. Ah, je trouve ça génial aussi. Oui, c'est vrai. On va passer à toi, Alix, justement. On va au Nord-Dame, hein. On va passer à toi, Alix. Quelles sont les œuvres que tu attends en 2022? Attention, on me dit dans l'oreillette qu'il ne faut pas spoiler les œuvres. Il faut commencer à en parler, donner fin aux gens, Oui. sans trop en dire. Alors, moi, je vais donner très fin, je pense, parce que je suis pas sûre que D'accord. ça sorte en 2022. J'ai pas Oula. vraiment suivi le brief. Alors moi, la BD qui n'est même pas une BD que j'attends le plus, c'est Saga. C'est la suite de Saga. D'accord. Donc Saga, c'est un comics qui est publié chez Urban en français. D'accord. Et là, en fait, ils viennent de... Donc il y a une grosse pause. Ils nous ont lâché pareil en plein cliffhanger. Il y a, ça fait 3 ans maintenant, je crois. Et du coup, on attend vraiment la suite. Et là, les auteurs sont américains et ils ont sorti leur premier double chapitre donc dans leur maison d'édition Image Books. Donc, optimiste que je suis, je me dis peut-être que Urban va nous préparer la suite pour la C'est fin de l'année. intéressant, en tout cas. Ça a l'air chouette. Mais En tout cas, c'est génial. les covers sont Ouais. super. Ouais. Mais ouais, si vous connaissez pas, franchement, c'est une série que je conseille à tout le monde parce que Ah. c'est vraiment, Ah bah ouais. c'est de la SF, Ça a l'air mais bien, oui. tout le monde trouve quelque chose qui lui plaît. Les personnages sont ultra attachants. On part d'une histoire de famille.
En fait, c'est la petite fille qui raconte comment ses parents se sont rencontrés et elle raconte du coup l'histoire de sa famille. Et c'est une sorte aussi de Roméo et Juliette puisque ses parents viennent de races différentes, de planètes différentes, ils tombent amoureux. D'accord. Et ça a l'air hyper cucu comme ça, mais en fait, c'est au milieu d'une guerre des mondes, donc une sorte de Star Wars, mais enfin, c'est génial. Impossible à pitcher. Tiens, on s'en parlait. D'accord. c'est pas ton dernier pitch de la soirée, hein. Prépare-toi. Non. Mais franchement, je conseille à tout le monde de découvrir Saga. C'est D'accord. Voilà, personne ne regrette. Et pour ta deuxième œuvre, alors tu conseillerais quoi? Et ma deuxième œuvre, du coup, j'ai voulu parler quand même de BD pour répondre au sujet aussi. Et là, j'avais envie de parler de l'auteur Timothée Le Boucher, que je suis. J'ai lu 2 de ses précédentes œuvres, qui sont Le Patient et Nos jours qui disparaissent. Et là, à la fin d'année, il a sorti 47 cordes, qui est donc une première partie, et j'ai pas osé l'acheter tant que la deuxième partie n'était pas sortie. Je sais pas si je vais résister très longtemps. Parce en que tout cas, les covers sont super aussi. Ah oui, d'accord. Ouais. En fait, c'est un auteur qui est tout jeune en plus, je crois. Et c'est génial, il fait des thrillers sur un peu il part d'un sujet du quotidien et il arrive à faire un thriller qui te tient en haleine jusqu'au bout. Et c'est vraiment génial. Ouais, alors là, je vais même pas arriver à te le pitcher encore, mais j'y arriverai mieux pour ce que j'ai lu parce que du coup, celui-là, je l'ai pas encore lu. Mais a priori, c'est du coup un sorte de femme démon qui peut changer d'apparence, de sexe, de genre. Donc, il y a peut-être un petit clin d'œil avec le roi loup finalement. On s'en parle après. Ouais, peut-être, ouais. Et elle veut séduire en fait un jeune homme. Et voilà, je sais pas du tout plus, mais juste la qualité de travail de Timothée Le Boucher me fait sauter dessus à chaque fois, quoi. D'accord. Dans le chat, on a Mathieu Despy qui nous dit super idée donnée. Moi, j'attends le prochain Michel Vaillant, ce qui va nous permettre d'avoir une transition toute donnée. Denis, quelles sont tes œuvres que tu attends le plus pour 2022? Alors moi, normalement, j'attends toujours avec impatience les œuvres de Posy Simons, mais je sais même pas si elle est occupée à en faire un en ce moment. Donc c'est juste un vœu pieux en fait, parce que voilà. Par contre, ce que j'attends avec impatience, et là je sais que ça va sortir en 2022, c'est le nouvel album de Jérôme K. Jérôme Bloch, qui s'appelle Et pour le pire. Alors, je suis incapable de spoiler quoi que ce soit parce que je ne connais pas la fin non plus. C'est en ce moment publié dans Spirou, dans le magazine de Spirou. Et donc, je ne sais pas du tout comment ça va se terminer. Même si, là, sur la couverture que je découvre en même temps que vous, on voit qu'il fait des infidélités à Babette. C'est une exclusivité, parce que ça sort le 18 mars. Et du coup, la couverture est encore un peu secrète. Et comme c'est chez Dupuis, je me suis permis. Et bon, on a des exclusivités, moi ça me fait plaisir. Et sincèrement, c'est une série extraordinaire. Chaque album, c'est comme un petit fait divers, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'humanité, un énorme savoir-faire de narration de la part d'Alain Dodier, son auteur. C'est quelqu'un qui sait, comme personne, raconter des histoires qui ont l'air simples et qui sont extrêmement bien huilées. Il n'y a rien de trop, rien de trop peu. On est surpris toutes les 2 pages. Et voilà. Enfin bref, moi je suis un grand fan de cette série qui n'y a l'air de rien parce qu'en fait, c'est pas de la SF, c'est pas des grands effets, mais c'est extrêmement bien fait et c'est extrêmement humain. Voilà. Ça donne envie en tout cas. Ouais, c'est une série feel good comme on dit aujourd'hui. Moi j'adore vraiment. Il en faut du feel good aujourd'hui avec justement tout ce qu'on a traversé ces derniers temps avec la pandémie, tout ça. Il en faut du feel good, je pense. Exact. On a Sandrine dans le chat. Oui, il y a une deuxième rapidement. Il y a Sandrine dans le chat qui nous dit, moi, c'est le tome 3 de la Brigade des Souvenirs qu'elle attend. Tu peux poursuivre, Denis. C'est bien. Non, mais alors moi, sur mon deuxième choix, c'est très égoïste parce que j'aimerais vraiment bien qu'un bouquin qui s'appelle Barcelone et qui va sortir dans Air Libre, j'aimerais vraiment bien qu'il sorte en 2022 parce que ça fait 10 ans que je l'ai écrit. D'accord. Et en fait, donc c'est un de mes scénarios. Oui.
ben voilà, parfait, Alix. On a quelques Ça va, images. bien. Oui, Ça je change. suis allée là aussi, Voilà. Attends. Et donc, activité mondiale. Quand je vous ai dit que Alix avait préparé l'émission comme ouais. comme une opération chirurgicale, c'est précis, c'est net, et etc. Bravo à toi, Alix. Donc voilà, c'est un travail que je fais avec plusieurs amis de Barcelone. Ils sont tous de Barcelone. D'accord. Entre autres, il y a D'accord. Ruben Payerero qui est le dessinateur principal. Et donc, ça parle de Barcelone. C'est vraiment c'est un travail sur lequel je me suis vraiment bien amusé. Mais bon, l'écriture est finie depuis 3 ans. Et il se fait que Ruben, au moment où il a accepté et commencé de faire les planches, on lui a proposé Corto Maltese. D'accord. Du coup, Ah bah oui. Corto Maltese, il a dit j'accepte de faire en premier Corto Maltese. Ils en ont vendu 250 000 exemplaires. Du coup, D'accord. il a fait le 2, le 3, il est sur le 4, et ce projet Barcelone, on est aux 3/4. Donc, normalement, il est prévu pour fin de l'année, mais voilà, il faut un peu prier pour que ce soit le cas. Ouais, moi, quand tu m'en as parlé, Denis, du coup, je suis allée fouiller dans nos archives pour Ouais. voir à quoi ça ressemblait, parce que chez Dupuis, on s'en est pas encore beaucoup parlé. Et quand j'ai vu qu'il y avait déjà des planches couleurs, je me suis retrouvée à le lire sans faire exprès. Et ça a l'air vraiment très chouette. Enfin, moi, Barcelona, ça me parlait pas trop, mais finalement, j'ai retrouvé, c'est un peu l'Espagne franquiste, avec une sous-histoire de meurtre de serial killer. Enfin, c'est ce que j'en ai lu en diagonale, et ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Voilà. Voilà, tu as quelqu'un qui va défendre cette œuvre pour le coup, Denis. Tu as déjà un avocat pour plaider ta cause Ouais. auprès de Dupuis, ce qui est plutôt cool d'avoir un allié dans les bureaux parisiens. C'est mieux, hein. Ouais, c'est beaucoup mieux. Pour le coup, ça va être à mon tour. Moi, pour l'œuvre que j'ai choisie en 2022, c'est une œuvre que j'ai pas lue, tout simplement parce qu'elle n'est pas encore sortie. Ça s'appelle Banana Sioule et c'est de Sans la Ville. Vous savez, un des co-auteurs de Last Man. J'ai beaucoup aimé ouais. Last Man. J'ai beaucoup kiffé Last Man et j'ai vu il y a peut-être la semaine dernière qu'il y avait une BD qui se préparait chez Glénat avec Sans la Ville seul. Du coup, ça a attisé ma curiosité. J'ai pas de pitch à faire. Le seul pitch que je peux vous faire, c'est vous conseiller de lire Last Man ou de regarder l'animé qui est disponible, me semble, sur Netflix ou quelque chose comme ça. Et moi, j'ai tout de suite kiffé en fait l'univers qu'ils avaient développé à 3. Et pour le coup, en voyant cette sortie qui arrivait, je me suis dit que j'allais conseiller ça. Je sais que c'est un manga sportif, apparemment. Donc voilà, c'est mon conseil pour 2022. Trop bien. Écoute, Sans Je la crois qu'il Ville, y a c'est une- vraiment un super auteur, hein, Sans la Ville. C'est Oui. un gars qui écrit vraiment, il a un dynamisme dans sa manière de raconter qui est vraiment intéressant et dont Bastien Vives s'est beaucoup accaparé. Et je pense qu'une des grandes qualités de la semaine, c'est Sans la Ville qui l'apporte. Hein. Vraiment, D'accord. c'est un mec qui est un peu passé sous les projecteurs parce qu'il est occulté un peu par Bastien Vives, mais c'est D'accord. vraiment un bon gars. Hein. Ouais. D'accord. Mais en tout cas, là, il va avoir l'occasion de s'exprimer seul parce que c'est un projet qu'il fait seul. Ça sort chez Glénat. Il me semble que ça sort en mars ou quelque chose comme ça. Et on manquera pas d'en reparler ici, je pense, dans Culture Bulle. Restez connectés et n'hésitez pas à nous dire dans le chat quelles sont les œuvres que vous attendez le plus en 2022. Restez connectés également. J'ai oublié de vous préciser, à la fin de l'émission, il y aura 5 tomes du Roi Louve à gagner dans un concours comme d'habitude. Ce ne sera pas un concours de rapidité, ce sera un tirage au sort. On va pas faire la même erreur que la semaine dernière avec le concours de rapidité. Cette fois, c'est un tirage au sort. Tout le monde aura sa chance. Il suffit juste d'être présent en fin d'émission et de participer à ce concours pour gagner son exemplaire du Roi Louve. La prochaine news, c'est on parle d'Heroic Fantasy donc, et on a eu l'honneur d'avoir cette semaine le teaser d'une série qui était tout d'abord un livre qui a été adapté en film et puis ensuite qui est en train de devenir une série. Ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Je pense que tout le monde connaît ici et on a le teaser qui a été diffusé la semaine dernière et on va pouvoir se le regarder maintenant. Ça vous branche? Allez. Ah oui. Let's go. Nous pouvons regarder le teaser. Le teaser. El Oh teaseris. non! Oh, ça marche pas. Oh non.
Bah, écoutez, je vous conseille tous d'aller voir. On va gagner du temps. Oui. Vous allez pouvoir admirer mes qualités d'animateur. On va gagner du temps. Vous avez lu ou vu Le Seigneur des Anneaux? Alix, Alors, moi, vous- ni l'un ni l'autre, hein, donc du coup, on va pouvoir passer Émilie, je voulais te avantageusement poser la question en dernier. à Denis. Je voulais te poser la question en dernier. Je t'écoute, Alix. Non, mais je vois dans le chat que notre régisseur qui se cache derrière le pseudo Space Kairou est en train de nous dire qu'il le répare. Donc je pense Oui, qu'on c'est va pour pouvoir ça. enchaîner sur le Roi Loup et on en revient dessus après. Parce que je vais Tu pas veux- arriver à vous mimer les effets d'or dans les lettres. Mais dans le sens que pour Le Seigneur des Anneaux, tu l'as découvert d'abord en livre ou t'as vu d'abord le film? C'est la question que je voulais te poser, en fait. Alors, j'ai découvert d'abord le Hobbit quand j'étais toute petite. J'ai commencé à Bouquin, lire pour le coup. livre. Voilà, c'est mon D'accord. papa qui me l'a mis entre les mains très très vite. Et quand on lit Bilbo le Hobbit et qu'on adhère à l'univers, bah très vite on vient chercher le Seigneur des Anneaux en livre. Et moi, D'accord. quand le premier film est sorti, j'étais pas encore très grande, donc je l'ai pas vu de suite. J'avais D'accord. 6-7 ans, un truc comme ça. Donc c'était un peu violent, je pense. Ouais. Mais ouais, en fait, tout ça a nourri. J'ai commencé à lire les bouquins, ensuite j'ai vu les films, après j'ai relu les bouquins, j'ai revu les films, je me suis racheté des bouquins dans une trop belle édition. Enfin, je suis tombée dedans quand j'étais petite, quoi. Alors on a Maxime Masgro dans le chat qui me dit lu, vu, bu. C'est-à-dire il a vraiment aimé Seigneur des Anneaux, je pense, lui. Et toi, Denis, pour le coup? Alors moi comme Alix, j'ai lu Bilbo le Hobbit, mais pendant ce temps-là, j'ai mon fils qui a dévoré les Seigneurs des Anneaux, et ça j'ai D'accord. pas lu. Par contre, j'ai été le voir au cinéma avec lui, et D'accord. donc j'ai dévoré les trois films, les 3 épisodes, donc en version longue évidemment. Donc Et 3 voilà, épisodes c'était, dans la même journée. Dans la même journée. Ouais, dans la même soirée, dans la nuit. On a fait Ouais. ça. Mais j'ai vraiment, ça reste un excellent souvenir. Et comme j'ai lu dans le chat, j'ai beaucoup moins aimé le film Bilbo le Hobbit. Oui. Lui, Sigi qui nous va dit un que c'est une petit peu- purge. Ouais, j'irai pas jusque là quand même, mais, Ouais. mais bon, c'est moins bien. C'est moins bien. Mais le Seigneur des Anneaux, ça reste une claque, hein, quand même. Au Oui, cinéma, moi je c'est pense vraiment que- bien fait. qu'il y a un syndrome dans le cinéma ou dans la musique ou dans les bouquins, vous me direz que c'est la même chose, où lorsqu'on fait une œuvre qui est trop bien, la seconde qui arrive après se casse toujours plus ou moins la gueule, quoi. Parce qu'il y a tellement une grosse attente qui arrive que c'est une attente très dure à satisfaire, je trouve. Et c'est peut-être de quoi a souffert le Hobbit, même si je trouve que le livre est beaucoup plus fort aussi. On me dit dans l'oreillette que le teaser est prêt. Émilie, Ah, je te bravo. sauve la peau sur ce coup-là. Et on va pouvoir se regarder le teaser donc de la série Le Seigneur des Anneaux. C'est parti. Ok, ça est vraiment un teaser de chez teaser. Ça veut dire on voit pas grand chose, mais en même temps, Ah ouais. je pense que les fans sont super contents parce qu'ils l'attendent depuis très très longtemps. Je pense que notre ami Maxime Masgro, par exemple, est en feu chez lui, en train de sauter sur les tables juste au teaser. Mais j'ai peut-être une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez de la sortie du Seigneur des Anneaux? On a un petit sondage qui est prêt pour ça. Donc on vous pose la question à vous dans le chat. Que pensez-vous de l'arrivée du Seigneur des Anneaux, des Anneaux en série? Vous pouvez répondre, vous êtes hypé. Des agneaux, c'est pas le même, des anneaux. Vous êtes hypé, curieux, mais j'en attends pas trop. Je ne vois pas de quoi vous parlez.
Ça, on sait à qui ça s'adresse. Émilie, je me permets, hein, désolé, je m'arrête là, c'est la dernière de la soirée. Non, mais très bien, très bien. Ok, c'est la dernière de la soirée. Non, mais c'est une bonne question pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, je veux dire, même pour ceux qui connaissent, parce que ceux qui connaissent, enfin, apparemment, ce truc est tellement vu, lu, relu, que je pense que j'imagine qu'ils ont mis quand même un petit peu le paquet pour pas décevoir tout ce public, parce que la barre doit être très haute, quoi. Et du coup, il faut que vous précise qu'il faut que vous tapiez dans le chat soit le 1 pour hyper, le 2 pour curieux, mais j'en entends pas trop, et le 3 de je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Dans le chat, bien sûr. Moi, je suis perso, je suis hypé parce que j'ai pas dit comment j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux. Je l'ai pas découvert en livre, ni Le Hobbit, ni quoi que ce soit. J'ai d'abord vu le film et ensuite j'ai lu. Et c'est vrai que ce qui m'impressionne le plus, c'est l'immensité de l'univers de Tolkien. On va avoir l'occasion de parler de création d'univers tout à l'heure avec vous. Et moi, honnêtement, vous voulez me vendre quelque chose, vous faites un univers incroyable avec plein de trucs dedans, et je suis dedans directement. Bon, très bien, je note dans mon petit carnet de commandes. Voilà, exactement. Et pour le coup, pour le moment, on va revenir sur vous. On va commencer votre interview. On va donner le résultat du vote dans 2 minutes apparemment. On va commencer par faire un focus sur le Roi Louve. Alix, ça va être à ton tour de le pitcher. On laisse Denis pitcher le Roi Louve. Je pense qu'on va laisser comme vous le sentez. Ou Émilie. Denis. Moi, je vous l'ai dit, je respecte trop votre travail pour le pitcher. Non, je suis un très mauvais pitcher, mais je tiens à vous dire que j'ai aimé le livre. Je l'ai lu il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être, Alix. Je l'ai lu il y a 2 ou 3 semaines. Je l'ai lu la version PDF que j'ai déjà aimé. Et en ouvrant le livre derrière, c'était vraiment une œuvre que j'ai appréciée, autant du niveau du scénario au niveau du dessin. Donc qui se lance? Ça c'est parfait, le pitch est parfait. Voilà. Non, voilà, c'est fait. Croyez-moi sur parole. Non, mais c'est en fait l'histoire de 3 peuplades dans un monde d'heroic fantasy, on va dire ça comme ça. D'accord. D'une part, ce sont des peuplades de loups civilisés, donc qui ont de la culture, qui parlent et tout. Et qui sont dans un système assez machiste, comme ça, très guerrier, avec cette particularité qu'ils peuvent choisir, enfin, ils changent de genre et de sexe toutes les lunes, jusqu'à leurs 18 ans, et à leurs 18 ans, après avoir fait ces expériences, ils choisissent masculin ou féminin. Ça, c'est pour les loups. Alors, il y a les êtres humains. Les êtres humains, c'est devenu un matriarcat parce qu'en fait, les femmes ne sont plus gênées par le fait d'être enceintes parce qu'elles pondent des œufs. Et donc, les œufs sont protégés par les hommes. Et ce sont elles qui sont maintenant au pouvoir un peu partout. Et donc, c'est elles qui gèrent la cité, c'est elles qui gèrent tout. Et les hommes sont vraiment utilisés pour leur force physique. Et ils sont en conflit perpétuel avec les loups. Et puis, il y a une 3e peuplade qui s'appelle les Tomteux. Alors, les Tomteux, c'est des gens, on ne sait pas très bien ce que c'est en fait. Ils vivent au cœur de la montagne, dans des galeries. On se demande si c'est bien eux qui les ont creusées, parce que c'est des dédales de galeries dans la pierre, comme ça. Et voilà. Et en fait, on va découvrir dans ce premier album comment un tomteux, un humain, un loup vont se rencontrer et faire une petite équipée en étant pourchassés de partout. Et en même temps, on va se rendre compte que à la fois chez les loups, chez les hommes, il y a des luttes de pouvoir. Donc voilà. Dans cette première. C'est ça. Et on est dans un univers aussi où les mammifères ont quasiment disparu et où c'est surtout les insectes qui ont pris des proportions, des tailles un petit peu différentes, qui sont devenus beaucoup plus gros et qui sont très présents sur Terre. On joue beaucoup sur le climat aussi, avec des étés très très furtifs, des hivers d'un coup il fait -10 et puis 3 jours après c'est l'été quoi. Donc ça on voulait que la nature soit aussi presque un personnage à part entière dans cet univers. Donc plus ça va aller, plus il aura un vrai rôle. Et comme il y a quand même une histoire et une héroïne ou un héros, on a notre personnage de Pettigrew qui est un personnage de loup
qui est l'enfant du roi, qui est donc appelé à remplacer le roi, à lui succéder sur le trône. Or, ce personnage veut rester féminin. Et donc, ça ne convient pas du tout à la communauté des loups, ni à son père le roi, qui veut qu'elle accepte d'être masculin pour pouvoir lui succéder. Et elle refuse catégoriquement, elle veut rester femme, elle veut rester louve. Et donc, comme son père veut la contraindre par la force, elle fugue. Et c'est l'histoire de Pettigrew qui entame ce premier tome et qui entame cet univers. Et elle fugue avec son compagnon. Elle fugue avec son compagnon qui est un humain adopté par les loups. Et c'est un personnage aussi qu'on va suivre comme Pettigrew voilà. et comme le tome 2, comme Gigi qui s'appelle. Voilà, un couple de loups qui ne savait pas avoir d'enfant a acheté un œuf humain, l'a donc protégé, couvé, et au moment où il a éclos, ils ont adopté cet enfant comme le leur. Or, ce n'est pas un loup, c'est donc un humain, un enfant loup. Bon, mais il y a encore plein d'autres trucs comme ça. Hein. Oui, il y a encore plein d'autres trucs. C'est ce que j'allais dire. C'est un univers. Déjà, vous me l'avez vendu parce que l'univers est super complet, super riche. Et pour le coup, ça m'amène la question comment vous travaillez ensemble pour créer justement cet univers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la genèse de ce projet? Oh là là. Vas-y. Alors. La genèse de ce projet, Denis avait très envie de travailler une histoire dans l'univers de l'heroic fantasy que moi je connais pas beaucoup, hein, je connais très peu, mais on avait déjà travaillé ensemble sur d'autres scénarios, d'autres sujets, et moi comme à chaque fois que Denis me propose un truc, j'y vais parce que je sais que ça va être trop bien. Et après moi j'avais des doutes quand même sur ma capacité à intégrer cet univers-là. Mais très vite, je me suis emparée des personnages et puis on a construit l'univers ensemble et ça s'est fait tout seul en fait. D'accord. Denis. Et en discutant, vous m'aviez dit que ça avait commencé un peu à Angoulême, si je me trompe pas. C'est bien ça? En fait, on avait fait auparavant, on a déjà fait un scénario ensemble qui s'appelle Rose. Et en fait, qui était en 3 tomes, et on avait terminé d'écrire les 3 tomes quand le premier est sorti au moment d'Angoulême. Et dans ce cas-là, on s'est retrouvés à Angoulême pendant 3 jours et on s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait bien d'autre puisqu'on a fini Rose? Et on a laissé vraiment aller notre imaginaire à ce moment-là. Et donc voilà, oui, l'envie probablement de l'univers Heroic Fantasy, mais décalé, parce qu'en fait, c'est pas qu'on a envie de réinventer quoi que ce soit, mais j'avais pas envie d'être dans les clichés de l'Heroic Fantasy, peut-être un petit peu en décalage. Et voilà, donc on s'est amusé, on s'est vraiment amusé quoi, à créer ces personnages, ces univers, et on continue à s'amuser encore plus maintenant presque, parce qu'avant il y avait un espèce de, va-t-on y arriver? Est-ce que ça va être crédible? Est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'on va trouver le bon dessinateur? Maintenant, on sait. Oui, ça c'était important. Maintenant, on sait qu'on l'a trouvé. Ouais. Et pour le coup, on va revenir sur Adrien tout à l'heure. Je pense qu'on va beaucoup parler on va beaucoup parler avec Adrien. Il va aussi également nous faire une démonstration de dessin. Émilie, j'aimerais un peu parler de toi, si ça te dérange pas. Non, c'est hyper passionnant, Thierry. Donc vas-y. Let's go. J'ai lu que tu avais été actrice pour le coup. Oui. Tu avais fait du théâtre, un peu de cinéma, un peu de publicité. Oui. De quelle manière es-tu arrivé à écrire de la bande dessinée? Parce que ça me paraît des mondes complètement opposés, à part peut-être le théâtre et le cinéma. Mais on est bien d'accord, Thierry. Ouais. Non, surtout que là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est vraiment 2 mondes très différents et ça fait de temps en temps la connexion, mais c'est vrai que c'est 2 mondes vraiment, vraiment différents. En fait, tout simplement parce que un jour, c'était donc il y a 10 ans, je suis allée acheter une bande dessinée à mon chéri pour son anniversaire et j'ai acheté Alter Ego. J'en ai un exemplaire là. J'ai acheté cet album d'Alter Ego que Denis a coécrit avec Pierre-Paul Renders. Et en le lisant, je me suis dit mais ça ferait une série télé trop bien quoi. Donc il faut l'adapter. Je connaissais pas du tout Denis. Et comme à cette époque-là, j'avais un petit peu des connexions en tant qu'actrice avec la programmation de Canal+, je sais que cette série pouvait les intéresser.
J'ai appelé Dupuis. Je suis tombée sur un stagiaire qui était pas au courant qu'on balançait pas les coordonnées des auteurs comme ça. Donc j'ai eu du bol, il m'a donné le mail de Denis, je lui ai envoyé un mail disant on se connaît pas, mais moi j'adore ce que vous faites, je pense que ça doit faire une série télé de ouf, rencontrons-nous. Donc évidemment Denis se dit qu'est-ce que c'est que cette folle, mais il se dit pourquoi pas quoi, à la limite qu'est-ce que je risque, pas grand chose. Donc je prends un petit Alice, on se retrouve à Bruxelles. Donc on s'était jamais vu, donc Denis il avait une petite BD sous le bras. Ouais. Et puis on a été prendre un café, on a échangé un petit peu. Il a vu que j'étais pas trop dangereuse. Et du coup, on a commencé à échanger régulièrement sur nos envies en fait. Bien sûr, il m'a autorisé à présenter la BD. Je lui ai présenté un producteur et tout. Et cette BD, elle a vécu sa vie et elle continue de vivre sa vie pour être portée à l'écran un jour. Et nous, depuis 10 ans, on a eu envie de travailler ensemble et de développer d'autres choses. Voilà. D'accord. Voilà comment voilà comment parce qu'il m'a invité sur l'album de Rose comme ça. Hein. D'accord. On a une question dans le chat, je vais y répondre rapidement avant que je l'oublie. On a Liclé qui demande, lorsque vous avez créé le scénario, est-ce que vous êtes inspiré d'un animal? Moi, je pense que vous êtes inspiré d'Oulou, mais je pense qu'il veut dire, est-ce que vous avez pris en compte leurs aptitudes naturelles, Oulou? Ça veut dire, est-ce que vous avez vraiment fait des recherches sur la manière dont les loups, je sais pas, mangent, courent, vivent, de quelle manière, leurs réflexes, etc. Est-ce que vous êtes renseigné là-dessus? Alors, oui, forcément un peu. On est quand même obligé de donner des caractéristiques spécifiques aux loups. C'est d'ailleurs pour ça que quand ils se battent, les loups qui se veulent civilisés, ils ont des épées et tout ça, mais quand ils perdent un peu le nez, ils finissent par se mordre et ils finissent par retourner à ces instincts de loup. D'accord. Je pense qu'il y a alors, parce que parfois on écrit des séquences et puis on les supprime. Elles n'apparaissent plus dans la BD, mais elles ont été écrites à un moment donné. Mais je pense qu'il y en a une où effectivement il y a deux adolescents qui se battent. Normalement, ils apprennent à se battre avec une épée et ils finissent par se mordre et tout ça comme des loups, comme des animaux, quoi. Et donc ça nous semblait intéressant de garder cette part d'animalité chez les loups. Voilà. Oui, donc c'est important, oui. D'accord. Et pour le coup, ça amène une autre question sur la création d'univers. Cette fois, cette question, c'est moi. On a Lotte62 qui demande combien on aura de tomes. Déjà, après, je passerai à ma question. En combien de tomes vous imaginez la série? Là, pour le moment, il y en aura 3. Voilà. Ouais. D'accord. Et puis après, il y a les... Ouais. J'écoute, Alix. Non, j'allais dire déjà qu'il faut quand même rappeler que le tome 1 vient de sortir ce vendredi-là. Donc, mais tu sais, on est dans une société où les gens consomment, veulent tout de suite la suite. Ah oui, mais on peut rassurer les gens. Hein. Ouais, ça tenait qu'à moi, les auteurs ne sortent plus, ne vivent plus. On peut rassurer tout le monde. Nous, on est sur le tome 3, là. On va le terminer bientôt. Ouais. Donc, le tome 1 est sorti il y a une semaine. Le tome 2, Alix, si je ne me trompe, il sort en septembre. Exactement, on l'attend dès septembre. Exactement. Et ça, je tiens à souligner, c'est quand même assez rare dans le monde de la BD. Souvent, on a un tome par an et c'est déjà un bon rythme. Là, vous nous faites un énorme cadeau en nous donnant le tome 2 qu'on attend tous déjà beaucoup. 6 mois après 7 mois après, un truc comme ça, quoi. C'est incroyable. Voilà, et on puis a Space Hero qui nous demande à quand l'animer. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais avant l'animé, il y a aussi la question de la suite. Oui, c'est un univers qui se prête à une durée longue et à faire, si on peut, développer la série en suivant. Ça, c'est sûr, puisque chaque personnage, en fait, a une ligne dramatique. Donc, c'est un petit peu comme Game of Thrones, c'est-à-dire que il y a pas de personnages, il y a pas de petits personnages, ils ont tous une histoire et une histoire qui a une influence sur la grande histoire. Alors dans le chat, Liclé nous demande combien de temps mettez-vous pour faire un tome? Ah, il dit 6 mois. Apparemment vous l'avez dit. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, non. Oui. Enfin, d'abord il y a le temps du dessinateur. Je veux dire que c'est essentiellement Adrian qui définit le temps de gestation d'un album.
Et je pense D'accord. qu'en temps normal, Adrian, ce sont des albums de 54 pages. Donc Adrian met 9 mois, 10 mois pour le faire. Peut-être un peu plus quand il fait la couleur. Mais maintenant, il va peut-être déléguer la couleur à quelqu'un. Ça va diminuer le temps de fabrication. Et nous, on s'arrange toujours pour qu'Adrian ait toujours du boulot. Donc là, en ce Ouais. moment, je vous dis, on est sur le tome 3 alors que Adrian termine le tome 2. Il n'est pas question D'accord. qu'il reste une semaine Qu'il à se reste tourner un- les pouces. Voilà. D'accord, c'est toute une organisation en fait. On aura l'occasion de poser plein de questions à Adrien Non, mais tout à l'heure, Vous, justement vous allez sur le voir, côté. il est Il est dans encore sa en train de cave, travailler. là, vous verrez. Ah, ouais, non, il bosse tout le temps. On l'oblige, hein. On le tient. Hein. Et pour le coup, Émilie et Denis, moi j'ai une question concernant la création d'univers justement. À quel moment, lorsqu'on crée un univers aussi riche que le vôtre, on se dit attention, stop, là on a peut-être ajouté trop de choses, là il y en a peut-être un peu trop, ou là il y en a peut-être pas assez. Parce que je pense que c'est comme tout, si on se laisse emporter, au bout d'un moment il y a des dragons qui font du skate et qui font du... Non, en fait non, parce qu'enfin, je vais donner ma vision à moi, c'est que, enfin, quand on travaille avec Denis, bien souvent, on élabore un univers avec les personnages et les personnages ils prennent vie en fait. Et à partir du moment où ils ont pris vie, c'est fini, c'est plus toi qu'à la main, c'est le personnage qui décide. D'accord. Et tu pourras pas lui faire des trucs que lui il a pas envie de faire ou qui n'ont pas de sens dans sa quête ou dans sa manière d'exister ou de fonctionner. Donc en fait on est très sécure avec nos personnages par rapport à ça, quoi. D'accord. Surtout Et que ça, c'est Tigré, par elle a l'air rapport... d'avoir un sacré caractère. Hein. Ouais, ça se pas faire du tout, c'est super. Mais c'est surtout au niveau, ça c'est donc pour les persos, on comprend qu'ils ont, c'est des personnages assez déterminés. Mais quant à l'univers en lui-même, parce que c'est un univers magique, aujourd'hui vous avez, on va dire, il y a trois races, on va dire 4 dans le Roi Louve. À quel moment vous dites peut-être que là, s'il y avait une race qui faisait ça, est-ce qu'on l'ajoute pas? Est-ce que vous en parlez entre vous quelquefois ou c'est des choses que ça y est, notre univers il est défini avant qu'on commence à écrire le récit et c'est parti. De toute façon, il y a toujours des surprises. Et comme les personnages sont en train de découvrir en permanence à la fois des choses sur eux, mais sur les choses qui les entourent. En fait, comme nous dans la vie, quoi. Oui. Tu sais jamais ce qui va se passer. Regarde, tu Non, vois, mais, il y a 2 ans, on t'aurait parlé de coronavirus, de variants et de confinement, t'aurais fait what, tu vois. Donc Ouais, là, le bien scénariste de ta vie, il a décidé de mettre un truc que t'étais pas prêt, mais pourtant tu l'as géré, D'accord. quoi. Très D'accord. sympa. Oui, je comprends. C'était compliqué, hein. On n'en est pas encore sorti. Non, Voilà, mais personne ne m'a en fait, m'avoir mis dans le mal, merci. en fait, Le scénariste de ta vie, c'est un concept qui fait... Wow. Je t'écoute, Denis. le petit truc aussi, c'est que parfois on se lance dans une création d'univers avec une idée générique comme ça, comme il y a presque plus de mammifères, ils ont tous disparu, il reste que des loups et des humains et des insectes parce que les insectes ont pris la place des mammifères, un peu comme les mammifères ont pris la place des dinosaures. Et ça nous paraît un D'accord. concept super. Et puis après, il y a le dessinateur qui nous envoie un très beau plan avec un lac, des arbres et tout, et plein d'oiseaux. Et là, tu te dis, les oiseaux, putain, c'est quoi? Ils vivent pas, ils vivent, qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas prévu une idée. Est-ce que les oiseaux avaient survécu, n'avaient pas survécu? Est-ce qu'on demande à Adrien de modifier les oiseaux, d'en faire des libellules et des scarabées volants? Ou bien est-ce D'accord. qu'on garde les oiseaux? Et tu vois, ça, c'est parfois le dessinateur nous apporte des trucs D'accord. dans son dessin, et nous, on l'embête, parce qu'ici, on lui dit qu'il y a quasi plus de mammifères. Ben, il n'y a pas de cuir. On peut pas faire des machins en cuir. Et forcément, c'est du D'accord. lin. Et donc, en fait, une idée en entraîne une autre. Et on se coince nous-mêmes dans un process. Et alors, c'est ça qui nous fait avancer en même temps. Exactement comme Oui, nos en fait, personnages on prennent vie. n'est pas coincé. C'est les contraintes qui nous voilà. poussent à Qui nous inventer font des avancer. choses, quoi. On a plein de documents à vous montrer tout à l'heure quand on aura Adrien, justement, de ses recherches, de ce qu'il vous a proposé. Et je pense que ça va vous faire plaisir de les voir. On a une dernière question dans le chat Sandrine ADS qui demande comment se fait l'équilibre entre 2 scénaristes. Vous faites beaucoup de compromis ou pas? Vous êtes toujours sur la même longueur? Ah ben non, mais moi jamais de compromis, moi. De toute façon, c'est moi qui décide et puis c'est tout, hein. Non, bien sûr que non. Je plaisante, évidemment que je plaisante. Non, en fait, on est assez. En fait, moi, Il n'y a pas de bien compromis souvent, de toute façon.
Il y a pas de Autre compromis. Oui, de toute façon, il fait y jamais a pas de compromis. Non. Mais par contre, ce qui peut arriver, c'est que j'ai une idée dans ma tête, et au moment où je la dis, je sais déjà si elle est pourrie ou pas. Et en général, Denis, il est assez d'accord. C'est-à-dire, D'accord. soit on se dit tous les deux, ouais, c'est une bonne idée, soit on se regarde tous les deux, on fait, ouais, non, en fait, oublie, c'était pourri. Donc, en fait, on est D'accord. assez raccord. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, Denis, en tout cas. Et Non, ça- mais ça- ce qui est ça- en fait ce qui est intéressant d'être à deux pour surtout dans une création d'univers comme ça, c'est que on peut balancer n'importe quelle idée qui nous passe par la tête, mais n'importe laquelle, parce que s'il est pourri, l'autre va nous le dire. Quand tu es tout seul, D'accord. t'oses pas penser à des idées pourries. Tu joues plus sur la sécurité quelque part, parce qu'il y a personne D'accord. pour te rattraper si tu vas trop loin. Ah, donc c'est un Tandis boost qu'ici, à de deux, on peut. créativité. Ah ouais, pour moi, oui. Enfin, surtout quand on travaille avec quelqu'un avec qui on est extrêmement complémentaires. C'est-à-dire que Ouais, ouais. c'est pas la seule fois que je travaille à deux. Donc ça m'est arrivé d'avoir d'autres duos. Ça marche moins bien parfois quand même. C'est pas toujours la panacée. D'accord. Il y a une alchimie qui se fait avec Émilie, et donc du coup nous c'est que du plaisir tout le temps. Et il y a aucun de nous deux ne fait des compromis. Si c'est pourri, c'est dehors quoi, tu vois. Ah oui. D'accord. Et en même temps on est et parfois on est tellement sur la même longueur d'onde qu'on ne sait plus qui a trouvé la bonne idée. Parce que souvent on Oui, se dit ça, mais c'est non vrai. c'est toi, mais non c'est toi, mais non c'est toi. On sait plus en fait. Pourquoi Et au final, c'est nous les lecteurs qui nous régalons, donc c'est tant mieux. Denis, j'ai une autre question à te poser. Dis-moi. On a vu tout à l'heure que tu travaillais sur plusieurs œuvres. Je sais pas si c'est en simultané ou pas du tout. Et Bah ouais. pour le coup, euh, moi je me demande un peu comment tu fais pour ne pas t'emmêler les pinceaux et surtout pour te renouveler dans ton processus créatif. Est-ce qu'il n'y a pas un Alors, moment où les batteries sont un peu à plat, où il n'y a plus d'inspiration? écoute, pas encore. Ça va peut-être arriver un jour, mais je compte sur Émilie pour me dire tu deviens con, arrête tout de suite. Mais non, en fait, ce qui se passe, c'est que je sais pas si ceux qui vont s'intéresser un peu à ce que j'ai fait voient que je fais des choses fort différentes. C'est une manière de ne pas s'en mêler les pinceaux. Donc, si tu veux, entre D'accord. Le Roi Louve et Michel Vaillant, que je scénarise Ah ouais, aussi par ailleurs, voilà. on peut pas mélanger les univers, on peut pas se tromper. Voilà. D'accord. Donc, mais je pourrais pas faire Ou deux alors, séries ça va être étonnant. non, mais là, il y a aucune raison. Mmh. Mais tu vois, si je faisais une série d'Heroic Fantasy et puis une deuxième un peu différente non, ça c'est pas possible. Du coup, oui. Et puis moi, je suis un mec qui aime bien travailler en plusieurs. Donc U4, on l'a fait avec Pierre-Paul Renders, c'est le même scénariste que Alter Ego. Et bon, voilà, c'est Michel Vaillant. Je suis un peu tout seul là, mais c'est des univers tellement différents, des expériences tellement différentes que non, ça mange. Je tiens le coup. Enfin, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Et tu dois Mais tu sais, tu dois avoir des journées monstres en fait au niveau Non, de ton emploi c'est du pas temps. tellement ça. En fait, je sais pas si tu sais, en fait, ça n'existe plus trop maintenant, mais il fut un temps où dans les émissions de télé ou dans les trucs de cirque, il y a des types qui font tourner des assiettes sur des bâtons, tu vois ça? Oui, oui, bien sûr. Et tu vois, et puis ils en mettent une, puis deux, puis 10. Et puis t'en as une qui va basculer, il se court, et moi je suis comme ça. Chaque assiette c'est un scénario, tu vois. Et à un moment donné, le scénario, il y a le dessinateur qui va m'engueuler au téléphone. Ah bah j'ai vite tourner un petit peu. Donc voilà. C'est un peu la vie, c'est un peu stressant, mais ça va quoi. Mais attends, Émilie, Alors, elle oui. fait la même chose, hein. Parce qu'elle fait pas que Ah, du ça, série de BD, hein. Ah bah. Et qu'est-ce que tu fais d'autre, Émilie? Je co-dirige l'atelier dialogue de Plus belle la vie, la série sur France 3. Ah bon? Les têtes, là, ça vous a calmé, là. Je Vous savais êtes pas. tous calmés, Ah, là. Ah non, t'es fier avec ces questions. Oui, alors, qu'est-ce que tu regardes comme série et qu'est-ce que tu ça y lis est, je me comme suis BD? calmé direct. Eh ben, Mais j'ai pas le temps, mon gars. pas notre temps, hein, je vois ça. En plus, Plus belle la vie, c'est vraiment une série fleuve qui est là depuis des années. T'étais là au départ ou pas Ouais. du tout? Non, Depuis le même, départ. ne me vieillis pas, D'accord. ne me vieillis pas. Non. Ça fait quelques années maintenant que je suis sur cette série. J'ai commencé en tant que dialoguiste et maintenant je co-dirige l'atelier dialogue et c'est passionnant. Enfin, C'est génial. Ouais, c'est génial. oui, j'aime beaucoup ça. Après, ça me prend beaucoup de temps et là cette année, en tout cas, j'ai instauré une alternance justement de direction pour qu'on puisse D'accord.
diriger chacun son tour l'atelier. C'est-à-dire que là, actuellement, je continue à dialoguer sur la série. Mais je ne dirige plus pour pouvoir justement être avec vous ce soir, par exemple, parce qu'autrement, il y a 2 mois, j'aurais pas pu le faire parce que j'avais trop de boulot. Et puis continuer à écrire Le Roi Louve avec Denis, quoi. En tout cas, tu as convaincu le chat qui dit waouh, la meuf, elle a calmé tout le monde. De Mongavor qui dit si, qui dit énorme. Lotte 62 qui dit grand écart, Émilie super. Et on apprend ça en live avec vous. Et oui, vous ne pouvez qu'apprendre ça que sur Culture Bulle, sur du puits direct. Alors le Roi Louve, c'est bien sûr c'est de l'heroic fantasy, mais ça reste très moderne. Ça reste pour moi une petite métaphore du monde actuel, notamment avec la question du genre et de l'identité. Est-ce que c'est pour vous la bande dessinée ou les scénarios, c'est pour vous un moyen de parler des problèmes sociétaux? Bah non. Oui, enfin moi si. oui et non, c'est pas le but, on s'est pas dit Alors je vais être clair, la BD on peut, mais nous c'est pas nécessairement ça qu'on veut faire, mais la BD peut le faire, voilà. D'accord. Mais nous, en fait, pour dire la vérité, non, en fait ce qui se passe là, c'est que comme le genre c'est vraiment un sujet aujourd'hui. Enfin, je pense que tu peux pas allumer ta télé ni ta radio sans qu'on t'en parle à un moment donné, même si c'est dans une recette de cuisine. Alors qu'avec Denis, quand on s'est rencontrés il y a 10 ans, l'un des premiers sujets dont on a parlé, c'était le genre. Donc c'est quelque chose qui effectivement nous intéresse. Mais le genre pas forcément que l'identité sexuelle, l'identité humaine et même extra-humaine en général, quoi. Puisque justement dans cette BD, on a choisi de mettre en avant aussi des loups civilisés. Oui. C'est pas pour rien aussi que on met en avant des animaux qui ont des comportements très humains, quoi. Donc vas-y. D'ailleurs, on a des images, je sais pas si on peut les avoir, on a des images justement de pétigrés qui changent de genre. C'est aussi un des gros points, une des grosses thématiques de l'œuvre Le Roi Louve. Tu as Pétigré qui ne veut plus devenir un homme et qui va chercher, je pense, au fur et à mesure de son aventure, de son aventure à rester une femme et à avoir le pouvoir en même temps, si je me trompe pas. Ou ça va peut-être tomber de fait, mais ça c'est pas très grave. Maintenant, visuellement, on a Adriane qui est là. Coucou Adriane. Salut Adriane. Salut Adriane. Salut Adriane. Comment tu vas? Ah non, on t'entend pas par contre. On t'entend pas. D'accord. Et bref, voilà, si dès qu'on a Adriane, on va le reprendre. Coucou. Mais on a vraiment coucou Adriane. Je suis là. Vous m'écoutez? Comment tu vas? Ça y est, il est là. Oui. Ouais. Comment tu vas? Ça va. J'ai un peu de retard, n'est-ce pas? Oui, je suis à Grenade. Et je vis ici, je travaille chez moi. Et voilà, on peut faire ça avec la BD. Ouais. Alors la première question que je vais te poser, c'est combien de degrés il fait à Grenade? La vache. Non, mais attends. Et tout le monde pense que Grenade, c'est les Caraïbes ou quelque chose. Non. C'est son approche. Ici, il fait autour de 6-7 degrés. Et il fait plus chaud chez moi, les gars. Voilà. Il fait combien, Biarritz? Moi, Biarritz, il fait 13 degrés. Il fait 13 degrés. C'est incroyable. Adrien, tu vas me perdre. Il fait super froid le soir et la nuit. Il fait très très froid. Donc il fait soleil toute la journée, mais maintenant il fait très froid. Ok, donc c'était la petite minute de météo. C'était très sympa, les gars. Alors, donc, vous avez eu l'idée en premier temps du Roi Louve, vous, Émilie et Denis. Et ensuite, comment vous avez rencontré Adrian? Vous le connaissez déjà avant. Et comment vous avez choisi justement Adrian comme illustrateur de la BD? Alors, Adrian, on ne le connaissait pas du tout. D'accord. Et je dois avouer que j'ai débarqué un jour dans sa vie en lui disant lis ce truc. Moi, j'ai adoré ce que tu as fait précédemment comme bouquin, qui était l'enfant de Perdide, je crois, que tu as fait chez L'Orphelin de Perdide, voilà, qui est une adaptation d'un roman de Vull pour Comics Bureau qui est paru chez Glénat, c'est ça, Adrian? Chez Glénat, oui, c'était un diptyque.
Et sorti, donc il fait j'ai 3 ans. voilà, j'ai vu cet album en librairie, j'ai dit c'est le dessinateur qu'il nous faut. Et donc j'ai débarqué carrément sur Facebook ou sur WhatsApp, je sais plus. Je suis venu j'ai squatté sa boîte WhatsApp et sa boîte mail jusqu'à ce qu'il lise le scénario. D'accord. Et Voilà. pour le coup, c'était comment dire, c'est la maison d'édition du coup, Alix et Dupuis qui t'ont demandé de chercher le dessinateur ou ça a été une démarche personnelle de votre part? Non, c'est personnel. C'était D'accord. tout Ok. à fait personnel, oui. Mais qu'est-ce qu'il faut C'est-à-dire Dupuis que là-dedans? Oh, Nous, on palpe juste les gros sous. Non, je rigole. Je balance en des disant des mauvaises choses comme ça, il y a des gens qui vont te prendre au sérieux. C'est non, ça, mais au secours. C'est Et pas c'est pour vrai le vrai. que coup, c'est une parfois, démarche. Officiellement, ce n'est pas vrai. parfois Dupuis met deux auteurs ensemble. Parfois, c'est des auteurs qui se regroupent et puis qui vont trouver une maison d'édition. En l'occurrence, c'est un peu le cas, c'est-à-dire que oui, effectivement, Émilie et moi, on a choisi Adrian et on le lâche plus. Voilà. Ah ouais. D'accord. Et pour le coup, de quelle manière vous travaillez ensemble? Tous les trois, vous lui envoyez par exemple le tome complet ou vous lui envoyez les choses au compte-gouttes? Parce qu'on a eu une petite discussion. Moi, comme les habitués le savent, je fais toujours des pré-interviews avant d'avoir l'émission. Et en discutant ensemble, vous m'avez dit que Adrian a capté l'univers tout de suite. Du Roi Louvre. Et pour le coup, je me suis posé la question, attends, il a capté l'univers du tome 1, 2, 3 ou il a capté l'univers justement des premiers chapitres? Je capte tout. Tout. Bah, tu sais, en fait, au début, Tout le temps. on lui a fait lire quoi? Qu'est-ce que tu lui as fait lire au tout début, Denis, toi? Tu lui as fait Oh lire bah il a tout lu, le Thomas bah, ou? non, il a lu un résumé, une présentation, tu sais là, un dossier, Ah vraiment un oui. dossier avec un synopsis un synopsis qui reprend les trois histoires au complet. Alors c'est drôle parce qu'en fait c'est le synopsis qu'on a vendu à l'éditeur, c'est le synopsis qu'on a vendu au dessinateur. J'ai relu récemment, il n'y a plus rien de ce qu'on a fait, de ce qu'on a écrit dans le synopsis qui est dans la BD. Hein. On a tout changé. Hein, Vous depuis. m'avez triché. Vous m'avez triché. Mais Alors Non, mais au on début, a rapidement, on a Karams qui nous demande Et si où vous les vaisseaux seriez spatiaux? présent au festival d'Angoulême. Oui. bah oui, évidemment. ouais, Mais oui, bah ouais. oui. Tous les trois, on sera là tous les trois. Tous Ouais. les trois. Et, Ça va être et- la finalement. réunion. et la raison pour laquelle on Ouais. est là tous les trois, c'est qu'on s'est jamais vu en vrai à trois. On s'est Non. toujours vu D'accord. par Et moi, vidéo jusqu'à présent. j'ai jamais vu Adrian en vrai. D'accord. Ouais, Et c'est pour bien. pour le coup, avant de revenir à une interview un peu plus complète d'Adrian, moi, ce que je vous propose, comme on est de très mauvais pitchers, surtout moi, pas toi, Denis, je vous propose de regarder la bande-annonce du Roi Louvre. Alors, c'est une bande-annonce qui est assez courte, vous verrez, mais qui est assez explicite et je pense que vous allez l'aimer. À tout de suite. Voilà, c'est disponible. Bon, c'était Ouais. tout étiré, mais on Ouais. vous conseille, du coup, on en profite pour vous conseiller d'aller sur les réseaux sociaux de Dupuis, où la bande-annonce est aussi disponible. Comme ça, n'hésitez Ouais. pas à vous abonner. Ouais, ouais. Exactement, Et on a sur les on a réseaux quand même sociaux. mis- on est quand même un peu plus explicite que Seigneur des Anneaux, je trouve. Hein, comme Ouais, bande-annonce. ça raconte beaucoup plus, voilà. Les Seigneur des Anneaux ils surfent sur leur buzz et nous on travaille pour de la vraie chez Dupuis, c'est ça? Alors, Adrian, je suis enchanté de t'avoir ce soir avec nous. Je suis très content de pouvoir discuter un peu avec toi. Habituellement, dans Culture Bulle, donc dans cette émission, il y a beaucoup d'artistes en herbe ou plus ou moins professionnels qui viennent prendre un peu d'énergie et de motivation, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, déjà nous raconter un peu ton parcours? D'accord. Alors, j'ai
j'ai commencé dans une petite boîte qui faisait plutôt la publicité à Madrid, mais il fait 1000 ans de ça. Et là, j'ai appris un peu l'animation, et parce qu'on faisait des trucs d'anime. Et dans un moment, je me suis dit, écoute, je veux faire la BD depuis que je suis super petit. Donc, je vais essayer. À ce temps-là, on devait. Oh, putain, je m'écoute un peu. J'ai un peu d'écho. J'ai le retour aussi. Quand le Ouais, putain j'ai un peu de devient élégant, c'est le poutin. Ah, Le désolé, j'ai dit espagnol, beaucoup moi aussi, je le dis gros mots en avant. français. Alors, on C'est adore. la première chose qu'on m'a appris. Bon. Et, Ça, alors, c'est je suis allé à Angoulême pour chercher du boulot. Et ça s'est bien passé, mais rien ne. Je suis reparti à Grenade sans rien, sans contrat. Mais super vite, j'ai eu un ami, j'ai un ami qui s'appelle Munuera, que peut-être vous connaissez. C'est un auteur de BD de Grenade qui a fait plein de BD aussi sur Dupuy. Et il a fait Spirou, entre autres. Et il m'a filé un boulot à Ankama, avec Ankama, la maison d'édition. Et ça a été très facile. Je fais quelques dessins. Et c'est vrai, c'est parti pour la BD. J'ai fait 6 BD avec eux. Et après ça, même quelques ans plus tard, je suis parti en France. C'est pour ça que je parle un peu français. Et je suis parti en France pour faire l'anime à Ankama aussi, avec eux. D'accord. Et il fait 5 ans que je suis retourné en Espagne, et parce que je me suis dit, je préfère la BD que l'animation. Et voilà que, après l'Orphelin de Perdite, qui était le dernier que j'ai publié, j'ai trouvé Denis quand j'étais dans ce moment dans lequel on est en train de chercher le nouveau projet. Et il m'a écrit, et je me suis dit, c'est celui-ci. Et ça va être celui-ci. Et c'est parti. Et on a commencé. Alors, nous, on a de la chance de t'avoir, Adrien. Et on a aussi beaucoup d'auteurs. Je pense que tu n'es pas le seul auteur espagnol qui publie en France. Est-ce que tu peux nous expliquer, entre guillemets, comment se passe le monde de la bande dessinée en Espagne? J'ai l'impression qu'il y a énormément de dessinateurs en Espagne. Est-ce que le marché est saturé ou c'est pas du tout? Tu avais envie de travailler avec des maisons d'édition françaises qui on le sait, par exemple pour Dupuy qui fête ses 100 ans, son 100e anniversaire, et donc des maisons historiques qui ont forcément rayonné dans toute l'Europe. Tu avais envie de travailler pour ces maisons d'édition là ou c'est plus le marché espagnol qui est saturé un peu de dessinateurs talentueux, super talentueux? Oui, il y a plein de dessinateurs en Espagne, mais ce qu'il n'y a pas en Espagne, c'est une vraie industrie de la bande dessinée. Ici, on l'appelle TVO, mais c'est le mot qu'on a choisi pour le comic. D'accord. Donc, il y a plein de dessinateurs, mais on n'a pas une industrie. Ça veut dire que on paye pas trop pour faire sa BD. Et on la vend aussi tant qu'en France. C'est une industrie beaucoup plus installée et dans laquelle on fait des trucs comme celui-ci. En général, on donne plus d'importance à la culture en France, on dirait, qu'en Espagne, malheureusement. Donc, mais il y a plein de dessinateurs qui dessinent pour les États-Unis et aussi pour la France. Mais oui, ici, ce qu'on fait beaucoup, c'est acheter le droit d'édition, de publication, et faire ça. On achète le droit de dehors et on sort la BD ici, mais on paye pas pour créer. On ouvre de zéro, tu vois. D'accord.
Et pour le coup, moi, je suis très content de t'avoir avec nous. Et j'avais très hâte de faire cette émission-là parce que c'est la première fois dans une émission où on va avoir un dessin en live de ta part, Adrian. Tu nous as dit oui. T'as accepté de faire un dessin pour nous et pour les viewers. Donc, on va se mettre en mode et on va pouvoir le voir direct à l'écran. Je vous rappelle qu'on est dans Culture Bulle. Si vous êtes de passage sur la chaîne Twitch, je vous invite à suivre la chaîne en appuyant sur le petit cœur de la chaîne Twitch. C'est tous les lundis Culture Bulle à 21h et vous êtes tous les bienvenus. Je rappelle également qu'en fin d'émission, il y aura un tirage au sort et il y aura 5 exemplaires du Roi Louvre que je vais mettre à l'endroit, c'est plus pratique, du Roi Louvre à gagner. Donc 5 exemplaires dans un formidable tirage au sort monté par nos équipes. On va pouvoir parler un peu plus d'Heroic Fantasy au sens large du terme, excusez-moi. Je me mets à dessiner. Ouais, let's go, on te regarde, on va savourer tout ça. Je pense que c'est vraiment un gros cadeau que tu fais ici à nos viewers de pouvoir te voir dessiner parce que je vais créer un dessin que j'avais déjà fait. Yes. Si ça va pour vous, c'était un petit esquisse et je vais l'ancrer. J'espère que. D'accord. Et je disais rien qu'à la couverture, on voit le niveau de dessin monstre et moi je vous conseille à tous d'en profiter au maximum et de savourer ça et de revoir ça en replay, en VOD et de vous manger la claque visuelle que ça va être. Alors, je vous disais qu'on va pouvoir parler d'Heroic Fantasy au sens large du terme, excusez-moi. Commence à se faire tard, pour moi, au sens large du terme, pour le coup. Alix, moi, comme j'ai dit en début d'émission, et je pense que c'est pareil pour Émilie, peut-être un peu moins pour Denis, on est vraiment des novices dans l'Heroic Fantasy, surtout dans les bandes dessinées. Du coup, ce qu'il y a de bien dans cette émission, c'est qu'on va pouvoir en découvrir un peu plus. On a une petite liste exhaustive que tu nous as fait parvenir. On aimerait bien que tu nous en parles un peu plus, s'il te plaît. Ouais, peut-être pas exhaustif, j'ai calé le mot parce qu'il faisait bien. Allez, je te l'accorde. Allez, c'est un joli mot. Oh, c'est vrai. Les mots, on le fait passer. Moi, je pense que j'ai envie qu'on commence par parler de Torgal. Parce que Torgal, c'est une des premières. Excuse-moi, je t'interromps rapidement. Ouais. Je t'interromps rapidement. C'est vraiment pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances dans l'Heroic Fantasy et qui souhaiterait se lancer. Par quelle œuvre, quelles sont les entre guillemets les masterpieces tu conseillerais à quelqu'un de lire pour entrer dans le monde? Torgal. Je pense que Torgal, c'est carrément super accessible. C'est un côté un peu scandinave de la fantasy, mais où on retrouve tellement de choses dedans. C'est pareil, c'est un univers super riche. Et moi, j'avais commencé à apprendre à lire avec Torgal. Donc, j'ai été mis dedans très 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 jeune, mais ça se lit super bien. Et en fait, je trouve que ce qui est génial, c'est que dans chaque tome, on trouve un aspect de la fantasy différent du précédent. Et c'est ouf, là on vient de voir passer Aline Noé. Je pense qu'Aline Noé, ça a été une claque pour énormément de monde. On est sur un petit garçon, enfin ça parle tellement au quotidien des gens, on est sur un petit garçon qui se sent tout seul et du coup il va s'inventer un ami imaginaire. Mais comme ce petit garçon a aussi des pouvoirs, cet ami va prendre vie. Et forcément, comme les humeurs d'un enfant de 5-6 ans sont pas toujours égales, et cet ami imaginaire, il va vivre avec ses humeurs, il va commencer à être colérique, etc. et à échapper au pouvoir du héros et on va se retrouver avec une course-poursuite. Enfin, c'est sur une île, c'est génialissime. Je pitch encore extrêmement mal, donc faites-moi confiance sur le conseil, mais pas sur le pitch. On te fait confiance directement. Est-ce que tu peux nous parler également de l'Enfust de Troie? On dit de Troie ou de Troy d'ailleurs? Je dis, je suis vraiment un newcomer. Avant de venir. Moi, j'ai révisé parce que c'est le genre de truc où tu les lis enfant, ado, et tu les lis que dans ta tête, tu les prononces pas. Et du coup, moi, j'avais toujours dit l'Enfust de Troy, jusqu'à ce qu'on se moque très fort de moi une fois où je l'ai dit à haute voix. Donc c'est l'Enfust de Troy, on est d'accord. Voilà, okay. Il paraît. Mais moi, je jette pas la pierre. Ouais, il vaut mieux pas. L'Enfust, c'est vraiment en heroic fantasy pour les ados. Je pense que tous les ados sont passés par là.
Moi, ce que je trouve génial, c'est vraiment l'épopée que vont vivre les héros. Après, D'accord. ce qui m'a aujourd'hui en grandissant, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le Roi Loup à côté de ça, en tant que femme, je me suis retrouvée un peu gênée par certains character design, certaines scènes que je m'en rendais pas forcément compte quand j'étais jeune, mais c'est vrai que la femme est souvent un peu à faire valoir, même si l'héroïne un peu dark qui s'appelle Sixi, je crois. Elle devient hyper, elle a plein de pouvoirs, elle est impressionnante, mais on est D'accord. toujours sur des tenues hyper révélatrices, sur des scènes toujours un peu, un peu gênantes Comme sur la parfois. cover là qu'on Et voit à l'écran. Bah, regarde la cover. voilà. Ouais, c'est D'accord. ça. Ça, c'était typiquement, c'était le tome 1. Et du coup, enfin, juste pour faire le parallèle avec le Roi Loup, moi, c'est ce que j'ai adoré. Enfin, je l'ai d'abord lu en tant que fan de fantasy, le Roi Loup. Et j'ai vachement raisonné avec le fait déjà que l'héroïne change de genre. Je pense que en tant que femme, eh ben, on est souvent amené quand on grandit à se dire ah mais j'aurais trop aimé être un garçon ou alors mais finalement je préfère être une fille. Enfin il y a ce genre de réflexion qui passe souvent dans la tête des enfants et du coup j'ai trouvé génial que ça soit traité comme ça dans Le Roi Loup et qu'il y ait du coup vachement on sent. Enfin voilà, Émilie, allez, c'est le moment. On sent qu'il y a quand même une femme aussi au scénario et c'est hyper chouette d'avoir de la fantaisie qui soit inclusif et qui soit vraiment mixte. Parce que pour D'accord. avoir vu beaucoup de fantaisie, c'est Bon, pas toujours le cas. après, je te rassure, Denis Lapierre, c'est pas le gros macho de service. Hein. Non, Tu vois. D'accord. Non, d'ailleurs, on va faire un aveu. Émilie, elle s'est présentée comme un garçon manqué et moi comme une fille un peu perdue dans le corps d'un mec. Donc on mélange tout en fait. Ouais, l'histoire était là. on est tous un petit peu mélangés. On a tous des parts Mais bien sûr. d'hommes et de femmes. Mais oui, de toute façon, on n'avait pas, enfin, on n'avait pas un fantasme à faire des personnages féminins dénudés et faire valoir. Ah, ça, c'est sûr. Enfin, je sais pas qui peut faire ça D'accord. aujourd'hui encore. Mais non, mais Ah, même à ça, l'époque. Les Japonais, les mangas. Dans le manga, c'est, Oui, je ne veux oui. pas lire Ouais. beaucoup de mangas, mais dans le manga, et même quelques fois encore dans le comics, c'est beaucoup. Mais en France, on a toujours un train d'avance quand il faut raconter des choses et prendre part à certains combats. Ce que vous faites très très bien dans Le Roi Loup, c'est de parler de genre tout en amenant un récit qui est épique autour. Et pour ça, rien que pour ça, je conseille même aux plus jeunes de lire cette œuvre. Ouais. Ben, en fait, Je c'est vends pas bien le tellement truc. qu'on a envie. C'est pas tellement qu'on a envie de parler de genre. C'est surtout le fait que peu importe le genre en fait. C'est ça à la base. Bien sûr. Bien sûr. Et nous, quand on l'a écrit, on était en dehors de toute cette mode. Et en fait, on voulait déjà être en dehors de la mode de l'heroic fantasy, qui voulait que les gonzesses soient à moitié à poil et voilà. Et donc, on n'avait pas envie de tomber dans ce cliché-là. Mais c'est pas non plus pour tomber dans le cliché inverse. Et voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les personnages aient chacun des parts féminines, masculines. Et on a poussé le truc à fond, juste chez les loups, par exemple. Et c'est de se dire, tiens, parce que c'est comme ça que ça se passe quand on écrit un scénario, quand on a des idées, c'est et s'il se passait ceci, donc et s'il changeait de sexe tous les mois, ah ouais, c'est une bonne idée. Et qu'est-ce qui se passe alors? Et de là viennent une suite. Puis après on se dit ouais, mais non, il D'accord. faudrait que ça s'arrête, il faudrait qu'ils puissent faire un choix. Et voilà, c'est parti quoi. Tout D'accord. ça parce Mais qu'on est-ce que voulait c'est pas parler aussi- des deux. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi, Alix, une question d'époque? Parce que je pense que l'Enfos de Troie a été écrit il y a très longtemps, avec Oui. donc d'autres codes, et qu'aujourd'hui les codes ont heureusement changé et sont un peu plus tolérants qu'à l'époque. Alors je dirais Pas que les seulement. codes sont en train de changer déjà. Ils Ouais. sont pas encore changés partout. Mmh. Il Et reste du du boulot. coup, je trouve ça chouette. Ouais, c'est ça. Je trouve ça chouette de pouvoir saluer les œuvres qui font vraiment un pas en avant dans la bonne direction. Et alors, certes, il y a toujours l'excuse de l'époque. Néanmoins, je pense que tu peux pas tout laisser passer avec ça. Mais ceci dit, moi, voilà, j'avais adoré l'Enfust comme énormément de garçons, hein.
D'accord. Les filles aussi ont aimé l'Enfest. Et je vois Alors dans j'ai les vu, commentaires que ça parle tu de la parles de quête la, de l'oiseau du temps. Ouais. voilà, la quête des heures du Ouais. temps. Et moi, je voudrais juste ajouter une chose. C'est, Dis-moi. il y a un grand dessinateur qui est décédé ce week-end qui s'appelle Christian Mézières. Et Ouais. Mézières, Ouais. il a créé avec Pierre Christin, il a créé une série fantastique, pas fantasy, mais fantastique, qui est de la science-fiction, qui s'appelle Valérian et Laureline. Et D'accord. voilà, quelqu'un qui prouve que c'est pas une question de génération et qu'on peut vraiment créer deux héros masculins et féminins qui sont pas du tout dans le cliché. Oui, bien sûr. Ouais. Et voilà, et c'est pas une question d'époque, c'est une question aussi de culture et Et, d'intelligence. et ça, je suis D'accord. totalement d'accord. Mais pour faire l'avocat du diable, parce qu'on est quand même là pour débattre, la série s'appelait Ça s'appelait Valérian, Valérian d'abord. Ah oui. Valérian et Laureline. Elle s'est Et appelée ça, Laureline ça après. reste, ça reste quand même Ouais, non, mais le truc de l'époque après, aussi. après, de toute façon, si tu vas par là, il y a on dit toujours mari et femme, on dit jamais femme et mari. Oui, Ouais, bah oui. C'est pour ça qu'on a besoin Et Et oui, c'est de des, connaissances. c'est des choses qui vont être amenées à changer, mais en tout cas, on a une pensée pour cet auteur qui nous a quittés. On a Ouais, une pensée pour ouais. sa ouais, famille. ouais, On le remercie vraiment. quand même pour de nous avoir fait Pour de Pierre nous avoir fait Ah bah oui, rêver bien sûr. à travers ses œuvres. Est-ce qu'on peut parler de la quête de l'oiseau du temps, ma petite Alix? Ah bah avec plaisir. Et puis je crois que Denis aime beaucoup cette BD aussi. C'est vrai que la quête, on est là aussi sur un grand auteur. On est sur Loisel qui nous a donné au monde de la BD tellement d'œuvres cultes. Et vraiment la quête, là aussi, pour rentrer dans l'heroic fantasy, dans la BD, pour tous ceux qui lisent pas forcément de BD, c'est vrai que la quête, bah là, il y a tous les ingrédients. Il y a un Oui. bestiaire fantastique. Incroyable. C'est une héroïne dénudée. Je vais me retrouver à dire Oui, ça, oui, mais oui, oui. tellement puissante, tellement c'est elle qui mène tout le monde à la baguette, qui déjoue des situations. C'est génial. Il y a des combats Voilà. incroyables. Je sais pas, Il Denis, y a, toi, ce que t'en as le il plus y a, bah, il y a un retenu. très beau bestiaire et puis et puis il faut citer Le Tendre, le scénariste de la série quand même. Il n'y a pas Ouais, que Régis Loisel, il y a aussi le Tendre qui a fait. Ils ont fait un très bon boulot tous les deux. Et mais c'est surtout, c'est au niveau de, moi c'est plus au niveau de l'imaginaire. Ils ont créé des personnages qui n'existent, enfin sortis de nulle part comme ça et beaucoup d'humour en fait. Dans l'Enfeust et dans la quête, il y a beaucoup d'humour aussi. Et ça, c'est intéressant. C'est aussi quelque chose qu'on a D'accord. voulu mettre dans Le Roi Louvre. C'est ouais, c'est de avec le mettre de tome 2, l'humour. un peu. Avec le Ouais, tome 2, entre autres. Oui. il m'a un peu fait Et, penser aux furies qu'on voit Et sur pour le la. coup, moi, si je devais me lancer, mis à part Le Roi Louvre que j'ai déjà lu, maintenant, on va dire que je suis piqué un peu par l'heroic fantasy en BD. De toutes ces œuvres que l'on vient de citer, laquelle vous me conseillerez pour rentrer dans le bain, la toute première que je dois lire? Donc, entre l'Enfeust, Torgal, La quête de l'oiseau du temps, et il me semble qu'on n'a pas parlé de Le Grand Mort. Ah oui, bah ouais, le Grand Mort, c'est plus récent pour le coup. Ouais. C'est pas mal d'avoir des choses d'un peu plus aujourd'hui. Et on retrouve Loisel d'ailleurs. Et le Grand Mort, ouais, c'est aussi de l'heroic fantasy où là, on est sur deux mondes parallèles, le monde des humains et le monde où on retrouve voilà un bestiaire avec des races différentes. Et on a un passeur en fait qui fait l'équilibre entre les deux mondes. Et puis un jour il arrive quelque chose au passeur, il y a un complot qui se fait, et l'équilibre est fendu et du coup il y a plein de catastrophes qui arrivent dans le monde des humains. Donc ça parle un petit peu aussi à nous tous. Bah moi je dirais que quand même le classique de la quête de l'oiseau du temps il est chouette pour commencer parce que il n'y a pas non plus énormément de tomes. Il y en a combien? 5, 6? Denis, help. Dans Le Grand Mort, Dans la quête de l'oiseau du temps. dans la quête de l'oiseau du temps, 6. Ouais, Six. voilà, je savais que t'allais avoir la réponse. Moi, Il y a- je dirais que c'est un bon compromis, la quête de l'oiseau du temps. C'est quelque chose qui Ouais. n'est pas encore D'accord. trop daté, D'accord. et qui est assez moderne. Même si j'ai une très grande faiblesse pour Torgal, mais Torgal, il y a 28 tomes, et Oh, attends, il tu faut t'es arrêté il y a un moment D'accord, si c'est- tu en comptes que Oui. 28.
Ouais, mais je Ah, il y en a crois que je me beaucoup suis plus, On en est à arrêté. 37. On en est à Oui, mais 37, je crois. Ah, c'est pas mal. je crois que je me suis arrêté à, enfin bref, je, je me suis arrêté à Jean Van Damme déjà. Oui. J'ai pas Alors, fait, voilà, je me suis arrêté pour à Jean Van continuer un Damme peu déjà, nos, mais pour continuer un peu notre exploration des genres justement d'heroic fantasy, on sait que ça existe en roman, donc ça existe aussi en bande dessinée, mais un autre support qui est de plus en plus prisé par les plus jeunes notamment, qui est le support télévisuel, que ce soit le cinéma ou la série. Moi, j'aimerais qu'on parle de quelques séries qui existent en heroic fantasy que j'ai beaucoup aimé, notamment ma meilleure série de tous les temps qui s'appelle Game of Thrones. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, dans ce cas à avoir aimé cette série, ouais. qui est donc le Trône de Fer, qui existe en bouquin, en série. Et je pense qu'il va y avoir d'autres spin-offs qui vont arriver. Est-ce que vous l'avez lu ou vu dans un premier temps? Et Alix, je sais que tu l'as déjà vu, que tu l'as déjà lu, à mon avis, il n'y a pas de problème. Émilie, est-ce que tu as vu un peu Game of Thrones ou pas du tout? Alors, pas du tout. Je n'ai rien lu, je n'ai rien vu. Quand je te dis rien, c'est rien, parce que je pédalais dans D'accord. ma grotte et que voilà. Donc non, non. Pour le coup, je n'ai rien vu, rien lu. Voilà, c'est bien parce que c'est des choses qui m'attendent, hein, tu vois, c'est réjouissant. Bien sûr. Moi, c'est ce que je dis tout le Tu vas temps, c'est repartir avec j'aimerais une trop être à la place. J'aimerais trop être à la place quelquefois. Vous savez, les œuvres qu'on aime beaucoup, je sais pas si c'est pareil pour vous. Moi, je me mets tout le temps à la place des gens qui l'ont pas vu. Et je me dis, j'aimerais trop être à ta place pour pouvoir avoir toutes ces émotions, en fait. Et c'est une chose Mais qui c'est pour m'arrive ça qu'on dans pas mal de conseille. domaines. Ouais, C'est pour ça qu'on exactement. fait du conseil aux gens autour de nous pour avoir le plaisir de les voir découvrir le truc. Et moi, souvent, je suis plus excitée de faire découvrir des choses que de les revoir moi-même. Après, je t'avoue que, tu vois, quand tu es dans un processus de création, dans un univers d'Heroic Fantasy, t'as pas hyper envie de te plonger dans d'autres univers d'Heroic Fantasy. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oui, je comprends. Tu vois, donc là, maintenant, là, ça me fait pas envie, quoi. D'accord, parce que est-ce que c'est une question par rapport à ton subconscient qui peut absorber quelques idées, ou c'est plus une question, attends, dans mon quotidien, j'ai beaucoup de choses déjà, j'ai pas envie de me rajouter un peu. Non, alors c'est pas ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai du mal à regarder des films parce qu'en fait, j'arrive pas à écouter, à regarder les images en même temps, parce que quand j'écoute, en fait, moi, je crée mon propre univers. C'est pour ça que quand j'écoute D'accord. des choses audio, je suis très très captivée par ce que j'entends, parce que ça crée des images chez moi. Sauf que si j'entends et qu'en même temps on me donne on me mâche le boulot et qu'on me donne les images, je fabrique encore d'autres images dessus. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est les interférences. Non mais je vous jure, c'est fatigant. Hein. Oui, tu du coup, mais par contre, pour répondre à ta question, c'est plus parce que quand tu es dans un processus de création avec tes personnages, ton univers et tout ça, oui, évidemment, tu n'as pas envie que d'autres images viennent sur tes idées ou ta matière, quoi. Tu vois, bon. Et c'est pareil pour toi, Denis, pour le coup? Oui, assez, oui. C'est-à-dire que quand on travaille sur un sujet ou sur un univers, on chercherait plutôt à se documenter par des moyens connexes que de regarder ce que les autres ont fait avec la même idée. Donc, effectivement, je ne regarde plus rien et je ne lis plus rien d'Heroic Fantasy depuis que j'ai attaqué le Roi Loup. D'accord, ok. Parce que c'est préférable que de conserver il faut vraiment que notre vision soit la nôtre et qu'elle ne soit pas trop. Enfin, ça travaille en permanence dans ma tête sur le Roi Louve. Tous les jours, j'ai des images, des sons, des idées, je les note, j'en fais part à Denis, on les retravaille ensemble. Ouais, tous les jours, j'ai des mails. Avec des idées. Mais c'est génial. Bah oui. Mais non, pour mais le c'est coup, ça qui est intéressant. Il y a encore une autre œuvre dont je voulais parler, qui est un peu, on va pas dire peut-être un peu moins connue, mais ça s'appelle The Witcher, mais qui est arrivé pour moi dans ma vie dans un autre format encore, c'est le jeu vidéo. C'est en jouant à un jeu vidéo The Witcher que j'ai découvert ensuite le livre et la série pour le coup. Est-ce que vous pensez, en créant l'univers par exemple du Roi Louve, est-ce que vous pensez à d'autres médias pour diffuser ou d'autres moyens de diffuser cette œuvre? Ou compléter cette œuvre plutôt. Tu penses à quoi exactement?
Par exemple, The Witcher, qui est le sorceleur pour le coup, qui est une série qui a existé en jeu vidéo, qui a d'abord été un livre et qui a été adapté en jeu vidéo après, qui a connu un gros succès en jeu vidéo et qui ensuite est passé en télé. En fait, aujourd'hui, tu as 3 gros médias, peut-être 4 gros médias principaux. Tu vas avoir le bouquin, pour le coup, tu vas avoir la télévision et les séries, tu vas avoir le cinéma et le jeu vidéo. Est-ce que vous voyez un jour ou l'autre adapter le Roi Louvre en jeu vidéo? Et est-ce que quand vous créez justement... ça c'est la poche qui parle. Mais est-ce que vous pensez en créant d'autres médias ou pas du tout? Si, honnêtement, tout est possible. Enfin, bien sûr, tout est possible. En fait, c'est tellement riche que, bien sûr, ça donne envie. En plus, mine de rien, on est quand même super limité. Une bande dessinée, c'est quoi, 54 pages? Oui. C'est chaud, hein, pour tout faire rentrer en 54 pages. Donc, il y a plein de trucs qu'on commence déjà à se dire, non, mais ça, dans le tome d'après, ça, dans le tome d'après. Bon, dans le tome d'après. Bon, d'accord, mais le tome d'après, il fera pas plus que 54 pages. Bon, c'est pas grave, ça sera le tome d'après. Ouais. Bon, faudra pousser les murs, quoi. Donc, oui, il y aura de quoi faire, sans souci, quoi. Et le découpage, vous le faites entre vous ou c'est Adriane qui le fait? Vous choisissez vraiment la colonne vertébrale du tome, on va dire ça comme ça, le conducteur du tome, et vous envoyez à Adriane qui fait tout le découpage au niveau du dessin, ou vous écrivez un peu comme un script avec cette scène-là, ça se passe comme ça, il y a tel personnage dans la scène. Ah ben, Denis met tout en scène. D'accord. Non, mais je découpe tout, c'est-à-dire que c'est découpé page à page, case à case, et dans chaque case, il est marqué gros plan ou pas gros plan général ou plan d'ensemble. On décrit tout ce qui se passe. C'est très précis, ouais. Ouais, non, c'est un boulot de précision quand même, un scénario. Enfin, un vrai scénario, je veux dire. D'accord. C'est un scénario. C'est un peu. Après, Adriane s'empare du scénario. Et ça peut lui arriver de dire j'enlève une case, j'en rajoute une, je change un petit truc, parce qu'en fait il fait un storyboard, et c'est sur le storyboard que prend la mouture définitive du récit. En fait, c'est à ce moment-là que qu'on est sur les pages telles qu'elles vont être dessinées par après. Mais le scénario, tout est découpé. Et donc ça, c'est un truc qu'on fait à deux, Émilie et moi, en étant bien, en mettant en avant nos qualités principales, et donc Émilie est plus axée sur les dialogues, et donc moi je m'occupe plus précisément de mettre tout ça en rythme. Donc c'est de voir comment je place, c'est-à-dire que on décide de l'histoire et de ce qui se passe sur une page. Après, Émilie écrit les dialogues qui peuvent être là sur cette page. Et moi, je les remets en rythme. Et au final, on a 2 pages au lieu d'une. Voilà. C'est un peu ça le problème. C'est un peu ça le problème. Et une fois que vous avez justement le scénario en script, etc., ça part direct chez Adriane, ou ça passe d'abord dans les mains de la maison d'édition qui aura peut-être quelques corrections à voir ou un avis à donner ou pas du tout, ou vous faites ça en parfaite autonomie entre vous trois? Alors, on envoie ça à Adriane, mais on l'envoie aussi à notre éditrice, qui est Laurence Van Tritt, et qui, je sais, nous regarde ou nous écoute et qu'on salue. Et elle, c'est l'œil de lynx. Si on a laissé une erreur dans le scénario, elle va tout de suite nous mettre le doigt dessus, mais vraiment, elle va nous pourrir avec ça, quoi. C'est parfait, quoi. Vous pourrir carrément. En tout cas, moi c'est. Elle lâchera pas, hein. Elle lâche rien, Laurence. Hein. Si ça va pas, ça va pas. Hein. D'accord. En tout cas, moi, ça me passionne de discuter avec des auteurs parce que c'est vraiment vous qui avez les clés, entre guillemets, pour nous faire rêver, quel que soit le support dans lequel c'est. C'est toujours assez intéressant et intriguant d'avoir un peu les coulisses et de se rendre compte du boulot monstre qu'il y a derrière. En parlant de boulot, on voit le dessin d'Adriane qui prend forme et qui commence à nous impressionner. Adriane, tu es avec nous? Tu nous entends? Oui, je suis oui, je suis là. D'accord. Alors là, c'est un dessin de Pétigré que tu avais déjà griffonné avant. Tu dessines actuellement sur tablette, mais est-ce qu'il t'arrive encore de dessiner de manière traditionnelle sur du papier ou autre pour d'autres œuvres? Oui, je l'ai fait pour le plaisir surtout, et aussi je fais le storyboard. Je le fais normalement
sur papier tout d'abord. Et après, je passe à la tablette pour le finir un peu. Mais normalement, je ne fais que pour le plaisir, parce que pour déconnecter un peu de l'écran et tout. Donc, D'accord. mais j'ai beaucoup plus de contrôle sur la tablette et pour finir forcément. les dessins. Et 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 sur quel ouais. et sur quel support tu prends le plus de plaisir du coup créatif, sur papier ou sur tablette? Et papier, Dans un monde peut-être. parfait. Sur papier. Mais c'est parce que, comme j'ai dit, le papier c'est pour le plaisir et la tablette c'est pour le boulot, donc il y a moins de pression pour moi. Donc quand je travaille sur un papier, je m'amuse, je me sens un peu comme l'enfant que j'étais qui dessinait sur un papier. Mais le boulot ça se passe sur la tablette et je sais pas, D'accord. c'est plus amusant le papier. D'accord. Et pour le coup, on va te laisser continuer le travail. Moi, j'ai hâte de voir le résultat final. J'ai vraiment hâte de voir ça. Si on avait beaucoup plus de temps, voire 4-5 heures, je t'aurais demandé de le mettre en couleur. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais j'invite tous ceux qui nous regardent à aller voir, à aller se procurer Le Roi Louvre et vous aurez un aperçu du travail complet d'Émilie, de Denis et Adriane. On va maintenant revenir sur le Seigneur des Anneaux. On en parlait tout à l'heure. On va parler des 20 ans du Seigneur des Anneaux, qui est pour moi la masterpiece de l'heroic fantasy, qui existe, comme je vous ai dit tout de suite, dans différents types de médias, que ce soit tout d'abord le livre avec Bilbo le Hobbit et ensuite le Seigneur des Anneaux, ou le film et maintenant la série. Tout à l'heure, on vous a proposé un sondage pour savoir ce que vous pensez du retour de Seigneur des Anneaux en série et on va avoir le résultat tout de suite. Si possible, est-ce qu'on peut avoir le résultat, s'il vous plaît? Ah, c'est pas la bonne image. Là, on a tout le casting du Seigneur des Anneaux, justement. Vous les voyez, ils ont tous un peu vieilli. Et non, ce n'est pas un sondage, c'est vraiment tout le casting qui se sont réunis donc pour pour célébrer les 20 ans de la série. Ils sont réunis, ils ont fait, vous savez, c'est un peu l'espèce de mode qui est aujourd'hui. On a eu ça pour Friends, on a eu ça pour Sex and the City, et on a ça maintenant pour le Seigneur des Anneaux qui célèbre les 20 ans de la sortie du film, il me semble. Et on a donc le casting entier qui s'est réuni pour célébrer le truc. Et pour le coup, ils ont aussi fait un truc super cool. Dans un show américain, ils ont fait un petit rap, justement, qui vantait les qualités du Seigneur des Anneaux. Alors, j'ai les résultats du sondage. Je sais pas si on peut les afficher, mais je peux au moins vous les dire à l'oral, excusez-moi, à l'orage, c'est autre chose. On a 5 personnes qui sont hyper hypées pour le retour du Seigneur des Anneaux, de la série, plutôt. On a 3 personnes qui sont curieux. Et enfin, il y a les gens pour qui ça ne dit rien du tout, ils sont 4. Donc le premier c'est hypé, vous êtes 5, vous êtes 4 à ne pas être hypé du tout et vous êtes 3 curieux. Voilà, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on va pouvoir parler du Seigneur des Anneaux qui, comme on le disait tout à l'heure, était pour moi une masterpiece en termes de création d'univers, parce que vous avez toute la mythologie autour de l'œuvre qui existe, et moi ça m'épate, comme je vous ai dit tout à l'heure. Denis, à mon avis, tu as dû lire le Silmarillion, tout ça, toute la genèse du Seigneur des Anneaux. Pas du tout. Pas du tout. Ah, je suis seul. Non. Non, t'es pas seul. Mais non, je suis là, tiens, t'inquiète. Émilie, tu as lu le Silmarillion? Mais non, pas du tout. Non, je suis avec toi. Hein, d'accord. Mais Adriane l'a et lu. Mais bien sûr. Adrien, alors tu as, moi c'est vraiment ça m'impressionne parce que je me dis si demain je devais créer une œuvre, je suis en train de le relire en plus. Est-ce que j'aurais le courage d'aller jusqu'à la genèse de l'univers que je crée? Ah bah oui, mais c'est ça. Adrien. Répète la question, s'il te plaît. C'est pas vraiment une question, c'est plus un constat ou vraiment un gros kiff qu'est le Silmarillion, c'est que vraiment ça repart à la genèse du monde de la Terre du Milieu, on va dire ça comme ça, et ça explique tout, entre guillemets, les embrouilles qu'il y a eu entre divinités pour que le monde ressemble au monde qu'on aborde dans les livres, en fait. Et c'est ça, je me trompe pas, Adrien. Ouais, c'est plus ou moins ça, et plein de poèmes des elfes qui sautent sur d'arrivée
Bah, je l'ai lu quand j'étais super petit et j'étais si foncé dans l'univers de Seigneur des Anneaux que j'ai réussi à le finir. Mais voilà, Silmarillion, c'était comme la Bible, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment. Et Alix, toi, tu l'as lu ou pas du tout? Alors, j'ai pas encore lu le Silmarillion, mais j'ai vu que il y a une nouvelle traduction qui est sortie. Et Ah du oui? coup, je suis hyper curieuse. Je pense que je vais aller l'acheter bientôt. Ouais, en fait, l'éditeur a fait pas mal de nouvelles traductions. Moi, je me suis acheté. Attendez, je vous montre parce que ça me fait plaisir. Je me suis acheté une trop belle édition du Seigneur des Anneaux. D'accord. Et dedans, c'est une nouvelle trad que moi j'avais lu les folios ou je sais plus les poches quand j'étais jeune. Et là, je sais pas si c'est le fait d'être adulte, mais j'ai redécouvert mon plaisir avec vachement plus enfin, tout était plus parlant, plus fort. Et du coup, comme j'ai toujours entendu que le Silmarillion c'était bien, mais qu'est-ce que c'était dur à lire, là, je suis hyper chaud pour m'acheter la nouvelle trad. Ouais, c'est pareil pour moi. J'ai un ami qui est vraiment Tu à gagnes, fond Alex. Seigneur des Anneaux. Comment? Tu gagnes. Elle a vaincu. Elle Ouais. a vaincu cette, Et pour ouais. le coup, j'ai un ami qui est vraiment très 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 Tolkien et qui le lit quasiment une fois ou deux fois par an. Et je pense que la nouvelle traduction, il va kiffer aussi parce qu'il m'a dit que c'était assez compliqué à lire. Sans transition, on va rester dans le Seigneur des Anneaux et comme je vous disais tout de suite, ils fêtent les 20 ans de la sortie du premier film et pour l'occasion, ils se sont réunis sur un plateau lors d'un plateau lors d'une émission télé, ils ont présenté un rap, ils ont fait de la musique donc pour vanter les mérites du Seigneur des Anneaux par rapport à d'autres sagas, que ce soit Star Wars, que ce soit The Witcher ou d'autres, où justement ils disent pourquoi le Seigneur des Anneaux c'est mieux et c'est bien sûr à prendre au second degré et on va en profiter un peu ici. Est-ce qu'on peut avoir le clip s'il te plaît? Is the number one truly. Ask John Monahan, or you can ask Billy. Sean Astin's here too. Well, that's actually silly. Will Elijah Wood join us? I don't know, really. Elf, dwarf, wizard, human, hobbits of the Shire. Bring the ring to Mount Doom, and I throw it in the fire. Such a good drill that I wish they made four, though. This feels a better decent than your favorite porn, though. A strider, some riders, golem, a spider. We got a gray wizard, and we got one that's wider. Best drill ever, baby, don't you forget. That's right, Anna Kendrick, pitch perfect, ain't. En tout cas, c'est assez drôle pour les. J'espère que vous comprenez l'anglais, cela dit, mais sinon, je vous invite à aller voir la vidéo qui est disponible sur YouTube. Vous activez l'option sous-titres et vous allez vous régaler justement parce que c'est vraiment un gros. C'est de l'entertainment à l'américaine qui justement valorise toutes leurs œuvres en diagonale, etc. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Je vous rappelle qu'il y a 5 tomes du Roi Louvre à gagner dans quelques instants. Vous allez être 5 chanceux à pouvoir acquérir ce livre donc, mais avant on va passer au planning des sorties, on va vous dire ce qui arrive plutôt chez nous en termes de bande dessinée. On va commencer par U4 et vous allez vous rendre compte aussi que Denis n'est pas du tout ne chôme pas du tout même. Alors, U4 qui est une série qui va sortir ou qui est déjà sortie? Non, qui est déjà sorti. Donc, Denis, je sais pas si je te laisse parler, mais allez, je parle pour toi. Un pitch. U4, ah là là, non, ça recommence. Donc, U4, c'est sorti tout début janvier. Et en fait, c'est l'adaptation en BD d'une saga de romans qui date de 2015 et qui avait eu un succès fou. C'est du young adulte et c'est un contexte qui va nous parler puisque on est dans un monde post-apo où il y a eu un virus qui a décimé la population et on suit 4 ados qui vont essayer de se retrouver et pour trouver une solution à ce virus. Et ce qui est trop chouette, c'est qu'en fait chacun des ados a son roman. On peut commencer par celui qu'on veut. On complète l'histoire en lisant les autres. Et il y aura un 5e et dernier tome qui paraîtra un peu plus tard dans l'année, le 6 mai. Au mois de mai. Voilà. Ouais. Au mois de mai.
Ok. En tout cas, moi, lorsque tu m'as proposé de choisir une œuvre à présenter pour le planning des sorties, j'ai tout de suite pris celle-là parce que je trouve que les covers à claque en fait, les covers à claque, et c'est justement qu'il y ait 4 histoires aussi. En approfondissant un peu, j'ai vu qu'il y avait 4 histoires différentes qui étaient plus ou moins reliées entre elles. Ça m'a tout de suite intrigué, et ça a éveillé ma curiosité. Donc, j'espère que je vais pouvoir les lire assez rapidement. Message subliminal à Alix. Ah ouais, j'ai compris. Je prépare un colis. Non, surtout que c'est quand même 4 bouquins de 120 pages, donc il y a de quoi lire. D'accord. Hein. Bien sûr, ouais. Ouais. Là, c'est assez costaud et ça a l'air original dans la manière justement où les récits ont l'air de se croiser. Donc j'ai hâte d'en apprendre un peu plus. Là, je t'écoute, Denis. Non, c'était pour la petite histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les romans d'origine ont été écrits par 4 romanciers, D'accord. deux auteurs et 2 autrices, mais qui eux-mêmes avaient été influencés par notre travail sur Alter Ego. Alter Ego, c'était la première fois qu'on avait fait des albums qui pouvaient se lire dans n'importe quel ordre et qui n'étaient pas D'accord. nécessairement des points de vue différents d'une même histoire. C'est chaque fois des histoires différentes. D'accord. Donc c'est pas la même chose que voilà. Et donc ils se sont dit on va faire ça en roman. Et puis ça a eu beaucoup de succès quand leurs éditeurs ont voulu faire une adaptation BD. Ils se sont directement demandé à Dupuis pour savoir est-ce que les scénaristes d'Alter Ego seraient libres pour faire ça. Voilà. Et c'est comme ça. Ah bah c'est bien, c'est c'est chouette, ouais. ouais, c'est grave chouette, c'est grave chouette et voilà. Et c'est les Donc espèces nous de on vases a lu, communicants, on s'est donc dit c'est très ouais bien. pourquoi pas. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, il y a une histoire de passage comme ça, de boucle qui se boucle si tu veux, puisque et donc on a pris beaucoup de plaisir. On a pris beaucoup de plaisir avec Pierre-Paul à adapter ces romans. D'autant que on a quand même, et je dis ça pour ceux qui ont déjà lu les romans, on a pris pas mal de liberté et les auteurs nous ont laissé faire. C'est-à-dire qu'on leur a évidemment expliqué comment on voulait faire les choses et ce qu'on allait raconter. Et ils ont donné feu vert. Et donc vous n'aurez pas l'impression. Alors le contexte est le même, les personnages sont les mêmes. Vous allez retrouver les personnages que vous avez aimés, mais vous allez voir qu'il y a des petites différences qui deviennent assez fondamentales à la fin d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et la deuxième œuvre donc qu'on va présenter, c'est une œuvre qu'on ne présente plus. Ça s'appelle Michel Vaillant. Et pour le coup, Denis est encore dans le coup. Denis est encore dans le coup. Non, pas vraiment là. Et vous Là, avez en l'image l'occurrence, encore du monsieur avec ses assiettes qui jongle avec ses assiettes. Et d'un coup, Denis est Non, encore mais dans là, en l'occurrence, je me suis occupé de ce bouquin, mais j'ai pas écrit parce que c'est un recueil d'histoires courtes dessiné par Jean Graton qui se passe dans les années 70, d'où le titre, les 70s. Et donc, la seule chose que j'ai faite, c'est mis en contexte tout ça. C'est-à-dire que j'ai écrit des préfaces, des postfaces, des textes pour présenter un peu tout ça. Sinon, moi, je m'occupe plutôt, voilà, de ces albums-là qui sont la saison 2 de Michel Vaillant. D'accord. Et donc, voilà, je suis occupé à travailler sur le tome 11. Est-ce qu'on n'a pas un peu beaucoup de pression de travailler avec des grosses licences comme ça? Est-ce qu'on se met pas un peu de pression quand même à dire ok, c'est Michel Vaillant, c'est un peu plus, je suis un peu moins, on va dire, moins chez moi que pour le Gros Louvre, et il faut que je sois à la hauteur ou pas du tout? Écoute, non. Au début, j'ai travaillé avec Philippe Graton, et donc le fils de Jean Graton qui a donc pendant 7-8 albums, j'ai travaillé avec lui. Là maintenant, depuis 2-3 albums, je suis tout seul et j'ai pris ma marque, donc ça va. En fait, je me suis un peu, c'est devenu un peu mon personnage, Michel Vaillant. Je me sens vraiment bien avec lui aujourd'hui et donc oui. En fait, c'est toujours le maître mot. Je m'amuse à écrire pour Michel Vaillant, comme je m'amuse à écrire avec Émilie sur Le Roi Louvre. C'est le maître mot. Si on n'a pas du plaisir à faire ce boulot, surtout faut pas le faire, quoi. Surtout, voilà. Donc c'est tant que j'ai du plaisir, ça marche, quoi. C'est pas du tout une contrainte de faire ça, quoi. D'accord. Et donc la dernière œuvre qu'on a, c'est Un ennemi du peuple, et je ne pense pas pour le coup que Denis soit dans le coup.
Et non, on a essayé de faire une émission qui ne soit pas On a que tournée trouvé autour de Denis Leclerc. Ah, mais c'est Ravi, ça, c'est un mec génial, Ravi Ravi, Ray. c'est un mec Oui. génial. Ravi Ray, c'est un mec génial. Et tu sais quoi? S'il est chez Dupuis, c'est grâce à moi. Tu vois? Ah, ben Ah, voilà. il Ah, Ouais, tu vois? C'est quand même- Ben c'est voilà. quand même Denis. Voilà. Voilà. C'est un mec, Donc, Alix, tu c'est peux un nous gars expliquer gé- un peu ce que c'est? C'est très beau, en tout cas. Oui, bien sûr. Bah, Oui, déjà, ça sort très bientôt. Ça sort tout début février. Et en fait, déjà, c'est une claque graphique. Donc, on dit Ouais, merci ça a à l'air, Denis de nous avoir amené Ravi Ray dans le catalogue de Dupuis. Donc, ça fait en Ouais, plus ça un tue. moment qu'il est chez Dupuis. Il nous avait fait un maillot pour l'Algérie qui était une super lecture aussi qu'on conseille. Et là, avec Un ennemi du peuple, il va encore plus loin. Personnellement, je trouve graphiquement, c'est vraiment magnifique. Et en termes d'histoire, c'est très Ah ouais. très chouette aussi parce que c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui est ancienne. Je crois que c'est le XVIIIe siècle. Je veux pas dire de bêtises. Mais en fait qui résonne énormément dans l'actualité puisque on est sur une île qui a tourné son économie sur le business d'une station thermale. Et le héros est docteur et va se rendre compte que la station est polluée. Et donc forcément, gros scandale à venir. Sa conscience lui dicte de le dire, de l'annoncer, de protéger les populations. Et sauf que le maire, donc la partie politique, va essayer d'étouffer ce scandale-là pour garder la partie business. Et donc on a vraiment toute une histoire vraiment très sociologique, très politique, très écologique, qui va résonner avec un peu ce qu'on vit avec les problèmes sanitaires et la campagne présidentielle qui arrive. Et donc franchement, je la conseille à tout le monde parce que pour le plaisir des yeux et pour l'histoire, c'est génial. Non, il est vraiment bien, Ok. Ravi. Ok, Et en c'était tout mieux cas, là, le ce pitch, sont non les... Ouais, Ouais, c'était mortel. très bien. Honnêtement, tu vois, en 2 heures, Très bien. la progression que tu as eue, je vais prendre des notes et à la prochaine émission, je vais m'y mettre aussi, je vais essayer un peu. En tout cas, ce sont les 3 œuvres qui arrivent. On n'a pas donné les dates de sortie, il me semble. Pour U4, on a dit que c'était déjà sorti. C'est sorti C'est déjà, ouais. Donc, c'est disponible dans les bacs. Pour Michel Vaillant, c'est pour le mois que je te dise pas de bêtises. C'est sorti vendredi. C'est sorti vendredi. pour Origine, donc le retour sur les récits de Jean Graton. Et on donne rendez-vous en D'accord. juin pour l'œuvre de Denis, donc Michel Vaillant, saison 2, tome 11, qu'on attend avec impatience. D'accord. Qui s'appellera Et un ennemi Qui s'appellera Qui Tu sais le titre, s'appellera Alex Cannonball. Cannonball. Bien, bravo. Bien, ouais. Yes. Et du coup, pour Un ennemi du peuple, la date de sortie d'Un ennemi du peuple, ce serait quand? Le 4 février, mon cher Jean-Pierre. C'est Le bientôt, 4 ça. févririe. Ok, c'est très bientôt, c'est le mois prochain. On va pouvoir passer au concours et faire gagner très bientôt un 5 tomes du Roi Louvre. Mais avant, on va jeter un œil sur le travail d'Adriane, qui je pense a quasi terminé. Salut Oui, à vous, salut je- Adriane. Salut. Là, c'est fini, quoi. D'accord. Bravo. Et Bravo. merci. Ouais, Ouais. Vraiment pas mal. Ah, merci, Vraiment écoute. lourd. Voilà, merci C'est beaucoup. grave bien. Alors, Si tu as vous été venez le au premier dédicace, je vous dessinateur. ferai une. Ouais, Bon. c'est super. Tu es le premier dessinateur live dans cette émission Culture Bulle. Voilà, j'espère qu'on en aura beaucoup d'autres. Mais toi, tu es tout de suite sur un piédestal vu que tu es le premier et que tu nous as fait le cadeau de faire un très beau dessin en live. Donc merci beaucoup à toi, Adriane. Et rien. vous êtes les bienvenus tous. Mais ça, je le dirai à la fin. Vous êtes tous les bienvenus quand vous voulez ici. Et on va pouvoir faire quelques heureux en leur faisant gagner des tomes du Roi Louvre. Alors, pour gagner le Roi Louvre, ça va être simple. Il va falloir rapidement, très rapidement, même si la rapidité n'a pas sa place ici, c'est plutôt un tirage au sort comme je l'ai dit tout à l'heure. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais c'est pas très grave. Il va falloir taper très rapidement dans le chat le mot Louvre et ensuite il y aura un tirage au sort qui on vous contactera pour vous dire si vous avez gagné un exemplaire du Roi Louvre. High level, hein, je vois que ça monte, il y a pas mal de gens qui tapent, qui veulent leur exemplaire. Bien sûr, si
vous ne gagnez pas, je vous invite quand même à vous le procurer parce que vous allez passer à côté de quelque chose de fou. Bah ouais, et même je voudrais compléter. Donc l'album est disponible dans toutes les librairies et pour les petits vénards qui ont un Cultura pas loin de chez eux, est-ce que vous voyez, alors je vais tendre mon autre main, là j'ai accroché un magnifique poster derrière moi et donc c'est un poster qui est offert à l'achat de l'album dans les magasins Cultura. D'accord. Donc Voilà, si vous avez un Cultura de... près de chez vous, si vous avez un Cultura près de chez vous, je vous invite à aller vous procurer le Roi Louve à l'intérieur. Vous aurez un poster en plus. Je vous invite aussi, si vous pouvez, si vous avez les moyens et si vous avez le temps, par rapport à vos tafoutis, à aller rencontrer les auteurs qui seront donc à Angoulême. Et ça, c'est une information que j'ai vu passer, que vous avez dit tout à l'heure, que j'ai retenue, parce que je trouve toujours ça cool de rencontrer les auteurs en direct, si possible de repartir avec une petite dédicace, si possible de repartir avec un petit dessin, et de vraiment faire, c'est une autre manière, je trouve, de faire vivre l'œuvre. Je sais pas si vous aimez faire ça aussi, rencontrer un peu votre public et pouvoir avoir des discussions enflammées, quelquefois avoir des théories sur la suite de l'œuvre. Et je trouve que Angoulême, c'est un lieu parfait pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah c'est top. Ouais, c'est top. Moi j'ai hyper hâte d'y être. Déjà on avait pris rendez-vous pour là en fait, hein. Ça devait être fin janvier, donc Bah ouais. les boules que ce soit décalé. Mais ouais, bien sûr. Moi, on a hâte de se retrouver tous les trois. Moi, je sais qu'on va en profiter pour bosser avec Denis et évidemment rencontrer les lecteurs. Ça va être super. D'accord. Oui, et pour le coup, j'ai toujours. Et Adrien, Désolé, j'ai un peu de retard dans la voix et je pense. C'est pas grave, c'est normal, c'est pas grave. Et pour le coup, Adrien, tu vas pouvoir venir nous voir en France. Moi, je me souviens plus exactement des dates du report. Je sais pas s'ils nous ont donné d'ailleurs les dates officielles du report. 17 au 20 mars. 17 au 20 mars. 17 au 20 mars, bah, c'est dans pas trop longtemps non plus. J'espère que ce sera une grosse fête pour tous les fans d'art illustré, que ce soit la bande dessinée, le manga, le webtoon et tout ce genre de discipline, parce que c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, on traverse des temps un peu compliqués pour la culture et le peu qui nous reste, il faut qu'on sache en profiter au maximum, notamment en rencontrant de formidables auteurs comme vous et en partageant, en discutant, en s'enrichissant ensemble. Donc voilà, je pense que pour le tirage au sort, c'est terminé. Je ne sais pas si on a les gagnants. Hop, je regarde en même temps. Nous avons donc les gagnants. Non, pas encore. En tout cas, je vais vous dire que je suis très content d'avoir fait cette émission avec vous, Adrien. Merci d'avoir accepté de dessiner en live. Merci encore de ta présence. Ça fait plaisir. Denis, de même, j'espère qu'on va pouvoir refaire d'autres émissions ensemble, Émilie aussi, qu'on puisse parler du tome 2 du Roi Louve, puis du tome 3 et puis du tome 23 au bout d'un moment. Pourquoi pas? Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus ici. On a les gagnants qui s'affichent dans le live. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais en tout cas, bravo à ceux qui ont gagné. Merci Alix. Encore une fois pour le travail monstre que tu as battu en préparation d'émission. Merci Space Kairou, et moi je vous donne rendez-vous lundi prochain pour Culture Bulle, pour la prochaine émission qui sera une collégiale où on va un peu mélanger tous les styles. Il y aura donc du manga, il y aura du webtoon et de la BD, et on va un peu discuter et commencer à construire des ponts entre ces différentes disciplines. Merci à tous, on se dit à lundi prochain. Prenez soin de vous. Émilie, Denis, Adrien, 1000 bisous, 1000 merci encore. Je vous invite à rester connectés. On va discuter un peu en off pour se débriefer et se congratuler les uns les autres. Merci à tous. Et vous le chat. À très bientôt, à lundi prochain pour merci, une prochaine émission de Culture Bulle. Salut, ciao. Salut à tout le monde. Merci. On se revoit à Angoulême. Peace and love. Au revoir.